Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour partager notre passion du manga dans cette émission entièrement consacrée à The Promised Neverland. Nous allons vous parler des tomes 6 à 10, l'un après l'autre. On va analyser, on va spoiler, on va revivre ensemble cette partie du manga tome après tome. Est-ce que vous êtes prêts ici ? Oui. Ouais, on est chaud. Ok, alors générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couve. Nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga de Promised Neverland dans ce podcast. Mais je ne vais pas faire ça tout seul. Nous sommes une équipe. Et une équipe a été sélectionnée spécialement pour répondre à vos attentes. Le premier d'entre eux est le Peter Pan de l'équipe. Il refuse de vieillir et vient apporter toute son impertinence juvénile. Salut Johnny. Ah, enfin, c'était moi. Et genre, j'étais pas là pour la première partie et j'étais très déçu qu'on m'évince de cette première partie. Donc je suis content d'être là pour cette deuxième. Alors t'étais en train de faire le tour du monde. Enfin, tu venais de rentrer de ton tour du monde. Ouais, mais j'étais là. Et on m'a évincé. Mais t'avais pas tout lu encore. Si elle mange des champignons, elle peut grandir ou rapetisser à volonté. C'est un peu la rebelle du royaume, toujours prête à calmer un chapelier. Salut Julie. Bonjour. Alors, comment expliquer? Alors, quand on lui coupe la tête. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est barré avec ma voix. Effectivement. Vous pouvez l'entendre. Et donc du coup c'est un lapin et donc maintenant tu dois le rattraper. Exact. Très bien, moi tu vas faire sans ta voix, écoute, sur cette émission. Je pourrais vous parler comme ça toute la soirée. Ah ouais, si tu chuchotes, c'est pas mal. Ou ça va faire mal. Lui, ne lui faites pas confiance. S'il vous dit tire la chevillette et la bobinette chez Rat, partez en courant, c'est un conseil d'ami. Le loup de la 5ème de couve s'appelle Cagnard. Salut Cagnard. Salut Maxime. Essaye d'atténuer la voix. Toi aussi elle est pas mal ta voix. Comme ça on va être sur un entre-deux entre Julien et moi. Tu fais bien mère grand quand même pour un loup. Mais tu arriveras pas à tenir une heure comme ça. Pas à tenir, putain, ça fait mal à la gorge. Hashtag 5DC pour aussi partager vos pertes de voix, vos nez bouchés, puisque ça y est, les maladies, les grippes, les rhumes arrivent. Ouais. Faites gaffe. Hashtag 5DC sur les réseaux sociaux, hashtag 5DC sur Twitter, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. La 5ème de couve.fr, ça c'est le blog. On est sur Instagram et voilà, on a fait le tour. Ouais, Pinterest et Tumblr, mais on le dit pas, personne n'est là-dessus. C'est vrai que j'ai vu. Moi je le mets de temps en temps parce que ça nous fait du backlink. Je me suis dit, allez, vas-y. Mais alors on s'en sert absolument pas. Non, pas du tout. Très bien. Alors comment ça va se passer dans cette émission ? On va revenir sur Promised Neverland, tome après tome, du tome 6 au tome 10. Donc vous pouvez même écouter cette émission à la carte. Vraiment, hein. Regardez sur la page du blog ou sur les commentaires ou sur les réseaux sociaux pour avoir le timing et vous pouvez aller où vous voulez dans cette émission. Promised Neverland, c'était la sortie événement de 2018. Et c'est toujours le manga du moment. Plus de 500 000 exemplaires quand même en un an et demi. Oh là là, c'était pas mal. Hein. C'est ton manga du moment. C'est le hit. Oui, alors et de 500 000 personnes du coup. Bah alors, vous êtes plus nombreux, vous êtes plus cons, c'est tout. Nous allons revenir tome après tome chronologiquement sur cette série. Ah, c'est un loup, tu sais. Donc il peut mentir aussi à un moment. C'est ça le problème. Ah, on joue au loup-garou là. On va pas revenir sur le nom du manga, ça on l'a fait dans l'émission précédente consacrée à Promised Neverland tome 1 à 5 évidemment. On va pas vous repitcher la série non plus, normalement si vous êtes là vous savez à peu près de quoi il s'agit. Bah ça pourrait être Robin, il arrive comme ça au tome 6. Ouais, j'ai pas lu mais mon cousin t'a prêté notre émission alors. Niveau actu, il y a un film live qui est annoncé avec des vrais acteurs. Hein. Quelques photos japonais qu'on a été publiées. Exactement, il y a un animé, l'animé qui couvre du tome 1 à la moitié du tome 5 à peu près. Notre émission quoi. Voilà, la première émission. Et donc maintenant, vous pouvez, si vous avez vu que l'animé, écouter la fin de l'émission précédente et toute celle-ci. Comme ça, vous connaissez toute l'histoire et vous n'avez même plus besoin de regarder l'animé. Ni de lire le bouquin. C'est quand même cool. Ouais, on est sympa. Hein. C'est Promised Neverland, qui est toujours fan du manga, qui a détesté puis aimé, qui déteste toujours, qui aime toujours. Cagnard, on commence par toi. Moi je suis toujours je sais pas. En fait je sais toujours pas. Je les lis avec plaisir mais j'avoue que je suis bien content d'avoir lu tome 1 à 5 et là tome 5 à 10. Si je devais les lire tome après tome, je pense que ça me plairait moins. Là j'aime bien le côté sériel. Je rapproche vraiment ça d'une série TV. Oh là là. Mais alors si t'arrives à lire 10 tomes, c'est que t'as un minimum d'intérêt quand même. Ah bah oui bien sûr. Bah c'est comme s'il avait regardé 10 saisons d'une série.
C'est ça. Bah je m'arrête là. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Je l'ai téléchargé de toute façon. Oh là là. Johnny, Bah finalement, est-ce que vient de dire Cagnard, c'est pas totalement faux. Si je devais lire tome par tome, en fait c'est chiant d'attendre. Moi en fait j'en peux plus, je l'ai déjà dit à la dernière émission, mais je peux plus faire tous les 2 mois. Je préfère avoir un gros truc. Mais par contre, non, cette série est super bien. Moi j'avoue, elle m'étonne à chaque tome. Julie. Ah bah écoute, alors de mémoire, on était plus en mode bof, pourquoi pas. Et toi, t'étais à fond, ouais. Bah moi, c'est la même chose que t'as dit à Cagnard quand on en a parlé. Tu m'as dit non mais tu peux pas aller jusqu'au tome 10 sans être un peu intéressé. Ah bah un minimum, oui. Mais bah, ça se lit avec intérêt, avec plaisir, mais je sais pas non plus. Mais t'es pas fan. Et voilà, il y a quelque chose qui manque. Ouais, je vois pas ce qui manque. Moi non plus, je vois pas ce qui manque. Mais moi j'arrive à suivre chapitre par chapitre. C'est original. Moi je sais ce qui manque pour Rémi par contre. Effectivement, il manque. On ne le mentionne pas, mais on sait. Certaine taille. Hashtag 5DC donc pour réagir à cette émission. N'hésitez pas à nous interpeller, à interpeller les membres de l'équipe. Le tome 6, qu'est-ce qui se passe dedans ? Je vous le résume 2 secondes. On assiste en fait à la rencontre avec 2 démons qui vont expliquer enfin ce qu'est ce monde et par conséquent mettre fin à tout un tas de nos théories fumeuses qu'on a pu avoir dans la précédente émission et que tout le monde a pu avoir pour faire naître des nouvelles théories fumeuses, évidemment. Cagnard, tu peux nous faire le brief de ce qu'ils expliquent, les 2 démons, de qu'est-ce que le monde dans Promised Neverland ? En gros, ils expliquent que le monde dans lequel ils évoluent, les démons et les humains s'affrontent depuis des millénaires. Et ils s'affrontent à armes égales en fait. Du coup, pour éviter l'extinction des 2 espèces, il y a eu un cessez-le-feu qui a été décidé. Et à partir de ce moment-là, la planète Terre, enfin de ce qu'on comprend, la planète Terre a été séparée en 2 zones, avec chacune des espèces vivant sur une des zones. Et chacune des espèces ayant bien évidemment l'interdiction d'aller de l'autre côté de la zone. Et du coup, c'est pour ça que les démons ont commencé à lancer des élevages d'êtres humains. C'est pour ne pas avoir à aller chasser de l'autre côté de la frontière, du côté des humains. Puisque c'est interdit. Normal. Et donc comme ça, ils ont toujours de la bonne nourriture. Et pire, c'est les humains qui leur fournissent. Oui. C'est ça qui est le pire en fait. Dans le cadre du pacte de l'accord. Du marché, le monde des humains dit bon bah on vous donne des humains pour que vous les éleviez quoi. Ça c'est encore pire je pense. Ça je sais pas, c'est pas vraiment spécifié. Si, il dit au dans le pack début, ils disent. Hein. Dans le pack, quand la première la raison donc c'était la séparation des 2 univers et il y a eu une offrande donc tout un groupe d'humains. Et là, ils perpétuent en fait. Oui, c'est ça. Ils ont offert une fois. Ils leur donnent pas de l'être humain tous les 2-3 mois régulièrement. Non, c'est d'où l'importance des fermes. Ouais, pour l'instant. Mais il y a d'autres théories. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y avait. Alors moi, j'ai bien aimé cette partie-là justement où on était parti dans les théories sur on sait pas déjà si on est sur Terre. Et là, l'auteur, il l'a dit clairement parce qu'il a fait parler un personnage en disant je me réveille, je suis pas sur Terre, c'est ça, on est dans. Et là, il a fait mais non, mais t'es con, bien sûr qu'on est sur Terre. Et là, quand l'auteur a mis ça, j'ai fait il est sympa. Au moins, c'est clair, c'est posé. Non, on est sur Terre et c'est clair qu'on sera pas dans l'espace. Donc voilà, c'est fini. Au moins ça c'est clair. Ça, c'est dit. Qui sont les 2 démons qu'on rencontre ? C'est Sonju et Mujika, un démon mâle, un démon femelle, en tout cas ça y ressemble. Je vous lâche une petite citation d'ailleurs de Sonju qui nous met dans l'ambiance d'emblée, à la moitié du tome. Malheureusement pour vous, c'est dans ce monde que vous êtes nés et dans lequel vous venez de vous jeter en vous échappant. En fait vous vous êtes échappé mais c'est quand même le bordel. Bienvenue dans le monde. Malgré tout au début du tome 6, c'est la première vraie pause pour les enfants. Ouais. Ils se sont échappés, ils sont libres, et là ils peuvent enfin se poser, enfin s'arrêter 2 secondes quoi. Le tome 5 était vraiment un gros tome. Même moi en le lisant, j'étais tellement à fond dedans, j'étais moitié crispé. Et à mon avis, en fait c'est une pause dans le récit, mais c'est aussi une pause pour les auteurs. Parce qu'en vrai, quand ils ont dessiné, moi ce qu'ils m'ont fait ressentir, à mon avis ils ont dû le vivre en x10. Donc à mon avis pour eux aussi c'est bien de faire une pause et les auteurs ils ont dû se reposer là-dessus parce que on le sent de toute façon les enfants ils sont plus calmes. Pour moi c'est le tome 5 était tellement gros qu'ils étaient obligés de faire un tome 6 plus posé. Mais c'est vrai que c'était obligatoire d'avoir un temps calme parce que ça faisait déjà 4-5 fois qu'il y avait des occurrences sur le fait qu'ils étaient fatigués parce qu'en fait depuis le tome 1 ils ont pas arrêté de s'entraîner, de cavaler. C'est des gamins. L'évasion, ils continuent à courir et compagnie. Et là même de manière très bête, il fallait bien qu'ils puissent se poser pour pouvoir préparer ce qu'ils allaient faire après. Parce que là ils étaient toujours en fuite, il y avait encore les monstres qui leur couraient après, il fallait au moins qu'ils puissent se poser. Mais par contre c'est le premier
temps calme de la série pour moi. Vraiment, il n'y en a pas eu avant. Ils n'ont pas arrêté, quoi. Et il n'y en a pas tant que ça après. Hein. Il y a des petits temps, mais il n'y en a pas vraiment tant que ça après. Lorsqu'on rencontre le duo de monstres, on se dit que ça sent quand même l'embrouille à plein nez. Ouais, bah, et qu'il faut encore se faire avoir. Je sais pas, regarde, on est des démons gentils. Viens avec moi. Tiens, donne-moi la main. Viens sur mon cheval démon. Non, mais on attend à ce qu'il se fasse piéger à ce moment-là. Ouais. Bah, moi, j'ai cherché à chaque fois le piège. Je fais, voilà, il fait ça pourquoi ? Il va aller manger quand ? Là, à droite ? Non, à gauche ? Puis ça vient pas. Et finalement, on a quand même une explication à la fin du tome où c'est un piège sur le long terme. Ouais, encore, même pas vraiment. Non, mais un piège, sans trop de spoil, bah, si en soi, c'est un piège. Il fait pas ça. Pas, les gens. Ouais, mais il fait pas ça de gaieté de cœur, si tu veux. Il fait ça pour son propre intérêt. Oui, mais c'est même pas finalement ces enfants-là qui veulent piéger. Ah non, lui, c'est les enfants de toute la génération. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un piège, quoi. Et même pas tant les enfants. Les humains. Oui, non, voilà. Le bullshit du nous on est des démons, notre religion nous empêche de manger des humains. En fait, il a toute une phrase qu'il a pas mis derrière. Nous empêche de manger des humains qui ne sont pas tout ça dans la nature, etc. Merci, mec. Comment t'as ressenti cette rencontre, Cagnard ? Moi, je l'ai trouvé un petit peu artificielle parce que en soi, il y a une introduction de 2 personnages qui arrivent à des moments critiques vraiment de l'action. Et autant la petite fille peut mettre le doute parce qu'elle a une capuche, elle est là, viens me voir. Mais l'autre, il vient clairement sauver quelqu'un, tu vois. Il va pas aller voler la bouffe d'un puissant, on va dire. Donc j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu artificiel. Moi, dans ma tête, j'étais, oui, ça va. Ils sont gentils, c'est bon. Ça sert à rien de donner un côté dark. Et si tu regardes ça avec du recul un peu, l'apparition de la petite fille, c'est un peu débile. Qu'elle a un sourire carnassier. T'es là, bah, pourquoi en fait, si ce n'est pour te mettre un petit peu le doute. Ouais, pour l'ambiance, lecteur, pour le style. Pour l'ambiance, mais non, moi j'ai trouvé ça un petit peu artificiel, mais c'est vraiment sans encombre, quoi. Julie ? Bah non, mais il y a aussi le fait que jusqu'à présent, les démons, tu les voyais vraiment comme des monstres. Et là, il y a le côté humanoïde, enfin, qui transparaît. Bah c'est ça, t'as une vraie rupture avec le manichéisme ambiant qu'il y avait dans la série. Les humains sont les gentils, enfin les enfants sont les gentils, les démons c'est les méchants. Un point, c'est tout. Là, on découvre qu'il y a quand même des sortes de bons démons, qu'en plus ils vont les entraîner. Puis tu découvres carrément une société, ils ont une religion. Ouais. Il y a un homme, il y a un mâle, il y a une femme. Non, ça va loin. Ouais, mais ça, mine de rien, on l'avait déjà découvert quand on voyait les démons autour d'une table, tu vois, qui ne voulaient pas prononcer le nom de leur dieu, j'imagine. Ils prononcent, mais on comprend pas. Ils étaient déjà assez humanoïdes, oui, tu mais, vois. Oui, mais là, t'avais un manichéisme. Oui, les démons étaient des méchants. Voilà. Très clairement, là maintenant, les démons peuvent être sans poitoche. Peuvent être des prêtres. Pour revenir sur cette religion, Julie, est-ce que tu peux nous la résumer en quelques mots ? Alors, je vais essayer de faire court. Non, mais en fait, c'est juste évoqué, mais. En gros, oui, il parle du respect. En fait, tu comprends que c'est des chasseurs et que ils ont du respect pour leur nourriture dans le sens où ils la chassent. Et donc, il y a tout aussi une référence à des cultures animistes, quoi, parce que bon, nous, ça nous paraît, le catholicisme a bien raboté tout ça, mais il y a quand même des sociétés au Japon, bon, ils ont jamais été très chasseurs, mais il y a cette histoire de respecter la vie d'autrui, respecter la nature. Et si tu veux la manger, il faut bien la chasser. Ouais, exactement. Et en liberté. Et en liberté, il y a des rituels, important. Et donc là, moi, je rejoins Johnny, c'est que tu comprends qu'ils font société, qu'il y a des règles, il y a du. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est parce que quelque part, ils découvrent que en fait, ils nous ressemblent un peu quand même, les monstres qui nous bouffent. Et à ce moment-là, on découvre aussi un nouveau but pour les enfants. Il n'est plus question de s'échapper de Gracefield House, parce qu'ils s'en sont échappés, mais maintenant ils doivent s'échapper de ce monde-là pour retrouver le monde des humains. Ouais. J'aime bien le changement d'objectif aussi à ce moment-là. Nouvelle frontière à franchir au-delà des remparts de Gracefield House. Maintenant, ils savent qu'il y a une frontière et ils savent pas du tout à quoi ça ressemble la frontière, mais ils savent qu'il doit y aller. Et mais il y a un Éden, tu vois. Ouais, oui, mais c'est vrai d'ailleurs, le démon il disait, il pensait que ça allait la faire broyer du noir, mais pas du tout justement. Elle était contente de savoir Emma, qu'il y avait un monde où il y avait 0 démon. Ouais. Du coup, ça a motivé encore plus son envie de s'échapper. Après. Et puis il est ambitieux celui-ci. Ah non, T'allais dire ? Mais j'étais en train de penser sur le fait que l'auteur, à chaque fois, les auteurs expliquent pratiquement tout. Pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. Par exemple, quand le démon enlève Ray, pour le sauver, ils disent pourquoi il l'a sauvé. Parce qu'ils posent la question. Bon, après, le mec, il a fait un truc bullshit en disant j'ai fait parce que j'en ai envie. Après, c'était surtout pour son histoire de je vais vous bouffer dans 1000 ans. Mais il y a une raison pour tout.
Et à chaque fois, l'auteur se borgne à expliquer tout. Donc je trouve ça sympa, moi. Ouais, il y a rien de vraiment gratuit. Non, je suis d'accord. À part dans les designs peut-être où on s'amuse à nous faire peur, on s'amuse à jouer avec le lecteur. Mais heureusement. Et après, il y a le côté là où tu retrouves pareil l'entraînement, où là t'as donc les montres, Soju et Mujika, qui leur donnent des clés pour vraiment survivre dans un milieu qu'ils ne connaissent pas et qui leur est complètement hostile. Ça, c'est sympa aussi. C'est parfait. Puis en plus, l'entraînement va continuer dans les tomes suivants avec d'autres personnages. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui commencent à exister là dans les enfants ? Est-ce que Don et Gilda existent ? Là pour moi c'est un petit peu le problème de la série, c'est que les auteurs ils se sont un petit peu tiré une balle dans le pied en fait en ayant un récit avec autant de personnages. Forcément ça laisse pas de place aux autres persos parce que tu suis les persos principaux, et si tu veux vraiment bien développer un personnage faut montrer les facettes lumineuses, les facettes négatives, et ça prend tellement de place pour deux persos que derrière les autres personnages peuvent être que des persos secondaires. Et je prends comme exemple une série comme Lost. Je vais faire pas mal de parallèles à Lost, mais si tu suis bien dans la série Lost, t'as une dizaine de persos principaux, ce qui est déjà pas mal, et derrière t'as 20 personnes qui sont la plèbe en fait, qui sont vraiment la plèbe. Tu ne les connais pas, tu connais pas leur prénom, tu sais que quand il y a une décision difficile à prendre, ils prennent parti, mais tu comprends pas. Tu sais, c'est vraiment c'est très manichéen, et ça c'est toujours très dangereux parce que en fait tu ne peux pas avoir le temps de développer. Moi je ne sais pas qui sont les autres persos, je sais pas. Don et Gilda ils essayent de leur mettre des petits c'est les plus grands c'est les plus grands en plus, donc t'es obligé de te servir d'eux, mais ils peuvent leur mettre que 1-2 cases, pas plus en fait, parce qu'il n'y a pas le temps, c'est les deux héros principaux qui portent le récit. Et du coup forcément les autres ne font que les suivre, et c'est exactement comme dans Lost ou comme dans une autre série que j'avais regardée sur Netflix où c'était la même. T'avais un crew de 50 personnes, mais en fait t'avais 6 personnes qui étaient décisionnaires, et les autres qui suivent, qui sont contents, qui sont pas contents. On dirait que c'est une masse informe. Ça m'a toujours fait bizarre dans ces trucs là. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Mais là c'est des enfants, il faut juste oui voilà c'est ça. D'ailleurs c'est un truc que je trouve très bizarre. Les gars, ça fait déjà 3 jours 4 jours qu'ils sont dans la forêt et tout le monde a le smile encore, et genre on court, on cavale. Ils sont là ils ont eu un bain déjà. Ouais. Et ça effectivement, si on doit le comparer à d'autres shonen, peut-être Neketsu, où arriver à ces tomaisons là, en fait normalement t'as déjà eu le temps de placer d'autres persos. Là effectivement ils sont un petit peu limités par leurs deux persos. Je trouve Emma, pas que c'est un défaut. Norman, les deux démons finalement qui sont pas. Oui, tu vois, les deux démons ont eu plus de place que Sir Crone, c'est clair. Sir Crone, Isabella, et qui vont sûrement revenir plus tard. Et Bernie le lapin en plus. Et Bernie le lapin en plus. Mais tu sens qu'il y en a qui n'ont pas passé le sondage de popularité. C'est vraiment pas une critique dans le sens où genre et les autres, ils peuvent pas faire autrement. C'est vraiment pas facile d'écrire dans ces conditions là avec une bande de 10, c'est pas facile. Je suis assez d'accord, et pour moi il y a un peu trop de personnages là où par exemple My Hero Academia s'en sort très bien, même le mec de One Piece il a 1 milliard de personnages et on peut plus ou moins suivre un peu la vie de tout le monde. Là il y a vraiment, on est sur les 2 héros. Et puis le reste, on les oublie. On sait qu'ils vont servir un jour. À mon avis, moi, il y a autant de personnages, c'est juste pour avoir une parade scénaristique où il va y avoir telle ou telle personne qui aura la faculté pour une situation, mais pas une seule. Et puis c'est tout. Mais sinon, à part ça, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Tu peux pas faire la vie de tout le monde dans un truc. C'est des figurants. Sauf si tu fais une ellipse. Ouais. Et alors là, tu vas les faire grandir. Et tu auras un spin-off sur chaque personnage. En même temps, ils ont un compte à rebours, parce qu'ils doivent retourner chercher dans les 2 autres. Ouais. Ils ont 2 ans. Pour finir sur ce tome 7, il y a la petite explication aussi de la fleur au moment de la saignée qui recoupe avec le premier chapitre. La célèbre explication de la fleur. J'ai bien aimé moi ça. Oui. Ouais, c'est assez intéressant déjà qui recoupe sur le tome 1, qui nous permet de comprendre pourquoi ils tuaient les enfants avec une rose. Jusque là on n'avait pas spécialement d'explication à ce sujet là, et surtout ça donne un autre sens à la chasse, ça donne un côté un peu respectueux, et comme on montre ça recoupe avec la religion, le rituel. Oui voilà, ça recoupe avec ça, et comme ça montre que les enfants maintenant quand ils chasseront, à chaque fois, tu vois, ils utiliseront cette rose-là quand ils chasseront des animaux pour se nourrir et compagnie. En fait, ça les rapproche un petit peu des démons. Alors, peut-être sur un autre niveau, parce que chasse par nécessité, les démons, peut-être par nécessité aussi. On sait pas. Ils chassent tout court aussi. Et ils chassent des animaux aussi, eux. Et donc, ils donnent la mort. Et donc ça, ils donnent la mort, mais j'ai trouvé ça intéressant de les mettre au même point de vue de chasseurs, et qui ont les mêmes, parce que là en fait ils sont en train d'adopter les codes des démons. C'est ça. Ouais. Mais clairement il y a un truc sur les végétariens.
Non, Non, ouais, je pense que c'est bullshit ça justement. Ah Il y a oui. plein de gens qui disent je suis vegan, je me suis trop retrouvé dedans. Mais justement, il y a des gens qui disent ça. vraiment regarde les réseaux sociaux, tu vas voir merde. des gens qui Non, mais vont c'est le pas tant. qui vont le Eh ben, revendiquer. du coup- Oui, Et du coup, quand tu lis ce tome 6, ça perd tout. oui, Du coup. voilà. Bah oui, Ouais, parce que là, effectivement. pour moi, c'était un indice sur l'origine des démons. Parce que je vous rappelle donc qu'on est sur Terre, on parle de société, mais quand tu fais cette fleur là comme ça dans Bah, c'est pas une l'humain, rose. Hein. bah tu manges halal et mais de manière simple et rapide, tu vois. Le sang est vidé de manière naturelle. Tu as Oui, inventé la ton mec. halal avec la fleur. Donc, Ouais, c'est pour le moi- halal démoniaque. Hein, Et donc les la- démons ils viennent d'Afrique. On est sur Terre, c'est sûr. Voilà, je vous le dis. Personne n'avait fait cette théorie. Allez, je vous la l'émission donne. est terminée, Je on vous va la s'arrêter donne, là-dessus. c'est comme ça. N'hésitez pas, hein, la personne qui vient de parler s'appelle Johnny. Hashtag 5DC. N'hésitez pas, végétarien, musulman, allez-y, hein, vraiment. Le cliffhanger arrive, il nous entraîne sur le tome 7. Les enfants découvrent enfin le point de rendez-vous de William Minerva. Tintin, William Minerva qui n'est pas là, tintin. Comme d'hab. Oh, le salaud. mais à la place, ils entrent et ils découvrent un véritable refuge protecteur, mais pas que. Le personnage qu'on découvre dans ce tome-là, c'est le Vioc. Élégant, Il l'appelle simple. le Vioc. Le hein, nom me paraît honnête. Ouais. ou alors Monsieur l'Inconnu. Il a deux noms quand même. Ouais, Monsieur Inconnu, c'est. C'est Emma. Je crois que Emma dit beaucoup plus Monsieur l'Inconnu et Ray dit beaucoup plus le Vioc. Mais c'est mieux parce que le Vioc en plus il est pas si vieux que ça le mec. Tu sais, Ah c'est bah, pas un t'as pas une grand-père. espérance de par rapport à- vie. Bah, si, il est vieux, hein. Il est à la trentaine, tu vois, il est super vieux. Hein. Ouais, mais quand Ah même. ouais Ah, merde. Le Vioc. Ah, je le voyais plus jeune, moi. Ah, il a Ah. peut-être moins de 30 Parce qu'il est ans, resté je pense. 13 ans tout seul. On va dire qu'il est Ouais. sorti à 11, 12 comme eux. Ouais, donc il aurait Ouais. 25. Ouais, je Ah, crois. c'est hein. déjà super vieux, Ouais, 25, merde. je trouve, fais chier. Merde, faut que je baisse mon âge encore là. Donc c'est un nouveau personnage. Qu'est-ce qu'il peut dire? Tiens, il a lâché une petite punchline bien sympa au début du tome. Le secret pour survivre, éliminer le superflu, la camaraderie, l'espoir, les beaux sentiments, tout ça à la poubelle. Il aurait pu mettre éliminer les 6 grands principes du jump. C'est clair. Non mais dès le début du tome, ils se prennent la réalité en pleine face. Hein. Leur mission est pas réalisable. Et dans la vraie vie, le monde, c'est dur. Oh là là. Ouais, bah c'est vrai, il a raison. non, c'est hein. ça. En fait, ils se prennent ça vraiment Oui. dans la tête, quoi. Ouais, on peut croire qu'il tombe sur un fou parce que le mec est excentrique, Ouais. forcément. Mais en fait, non. Il est réaliste, pragmatique, Il sait très bien ce qui se passe dehors et au contraire, il leur dit non mais le rêve que vous poursuivez depuis le début, c'est mort, hein, ça existe pas. En même temps, tu sais pas trop s'il est sain d'esprit parce qu'il a vécu longtemps tout seul. À et ce tu te moment-là, rends non, compte tu sais que- pas trop. Ouais, et puis il est super agressif, super hostile, alors qu'eux ils sont là genre oh un autre humain, oh un connard. Bon bref. Ah bah ouais, là on nous fait comprendre dès le début que c'est un sale con, mais même dans son design, Ouais. même au début, Ah, j'ai bien aimé. il a un design de sale con. Non, mais sa tête là, avec ses cheveux qui partent en couille, non. il est Ouais, moi bien. j'aime bien le design. Ouais. C'est un Et peu il space se opéra. coupe les mais- cheveux parce que quand même. Encore un adulte, encore la représentation Ouais. d'un adulte en mode trou du cul méchant. Bah c'est vrai. marrant parce que pour moi ça m'a vraiment fait tu vois tout le discours qui leur tient de arrêter en fait, il y a pas d'après. Ça c'est le point final là où vous êtes arrivé. Je trouve qu'il a vraiment un rôle de représentation de ce à quoi les enfants pourraient devenir vu qu'il a suivi exactement le même parcours qu'eux. Mais lui il s'est arrêté là. Et du coup en fait c'est un peu l'exact opposé des enfants qui sont hyper optimistes et compagnie. Ils tombent sur le mec qui a un peu Nihiliste. tout vu, qui est nihiliste complet et qui leur dit c'est bon. Et du coup je trouve que ça donne une très bonne opposition de vous êtes plein d'espoir depuis le début. Non en fait Ouais. ça existe pas et c'est Fatalité vraiment un est mon reflet nom. déformé quoi. Mais moi, ce qui m'énerve justement c'est un peu le cliché, donc voilà, du gros méchant qui a tout vu, désespoir total, c'est qu'il est tellement bien fait, donc parce qu'il a raison en plus, mais qu'après tu sais, on est dans un shonen qu'il va retourner sa veste et être du côté des enfants. Et ça c'est chiant parce que tu te dis ouais, encore un truc du ouais, je suis un gros con et en fait je veux quand même venir avec vous. Bah évidemment que ça, Bah ouais. c'est censé arriver. En tout cas à ce moment-là, oui. Voilà, tu t'en doutes pas, mais tu sais que voilà, on est dans un shonen et que ça va être ça. Il y a un petit moment drôle avec lui. Moi, j'ai juste remarqué, ça m'a fait rire. Donc, oui, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est le moment avec les surnoms. Et du c'est coup, quand drôle. il appelle Emma Antenna, et en plus, il le garde, ça. Alors, spoil, Mais tous. il continue de l'appeler Antenna Et tous. après. Mais même gros nez là, oui, j'ai Mais vu ça quoi. marche bien, Ça ça m'a. Navet, Eh oui, ou- ça doit t'aider, Mais toi. même dans les bonus, ouais, j'avoue, je lis pas souvent les bonus parce que ça me lourde. Parfois, c'est trop long. Il y a trop de gens qui racontent leur vie. Mais dans les bonus de Promise Neverland, c'est assez drôle. drôle. On rigole bien. Il y a un autre petit truc qui a pas une grosse incidence, mais que j'ai remarqué et que j'ai bien aimé. C'est la symbolique de la vieille chambre avec écrit Poachers.
Poachers, ça veut dire braconnier. J'aime bien, ça fait un peu angoisser le lecteur, ça met dans un petit C'est moment moi de les traductions d'habitude, mais ouais, vas-y, je te Ouais, et laisse. puis ça Pardon. Oui, c'est vrai que c'est. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Joe? Parce que je suis sûr qu'il n'a pas la vraie bonne traduction. En vrai, j'aurais dû dire porcherie, mais Porcherie, c'est pas du ouais, tout pas ça. mal. Du C'est vrai coup, que la chambre est en désordre à ce moment-là. je laisse braconnier. Non, mais c'est pas bête, comme deuxième sens. En parlant de braconnier, ce bunker, ça vous a pas fait penser un peu à Lost? Bah si, forcément, ça fait penser à Lost. Et là, en plus, même toi qui me lance à la différence que la découverte de, je crois, dans mon souvenir, on appelle ça The Hatch dans Lost, et c'est la saison 1 s'arrête là-dessus, la saison 2 démarre là-dessus, sauf que dans le cas de Lost, c'est un piège, vraiment, je sais plus comment on l'appelle pas le bunker en plus. En français, c'est le bunker. Ouais. Sur France O, et c'est vraiment un piège, et c'est un truc qui va durer pendant des années, pendant un bon temps. Alors que là, c'est un refuge. Mine de rien, c'est quand même un refuge. Ouais. C'est genre, vous pouvez ressouffler, alors que dans Lost, on est vraiment dans un truc. En fait, vous venez de déclencher un piège de plus, en fait. Ouais, et puis pour revenir, là aussi il y a une deuxième un moment de détente, quoi, parce que c'est un vrai refuge avec tout le confort que les enfants connaissent et qui est pas la forêt, et ils retrouvent un peu leur vie d'avant, tu vois, avec ils prennent leur repas tous ensemble, ils ont des habits propres, sauf qu'il y a le taré qui rôde, et voilà, c'est vrai que c'est un peu Et surtout ce que disait Cagnard tout à l'heure, le Vioc, à l'image duquel il pourrait devenir. Devenir ce Vioc s'il se contente du confort du refuge. Mais regarde, si tu peux faire un parallèle avec la vie qu'ils ont eue juste avant, avec maman qui finalement rôdait et finalement avait ce côté un peu. Alors je pense qu'il y a un petit parallèle à faire entre le confort de l'orphelinat avec maman qui rôde, sauf que le Vioc veut pas en fait, le Vioc veut juste les sortir, tout simplement. Mais il veut s'en débarrasser quand même. Il y a un petit parallèle quand même. Il y a une scène miroir, en fait, il y a une case miroir quand elle réveille les enfants. Dans ce tome, dans le tome 7, quand elle réveille les enfants, elle fait la même tête, elle a le même posing que dans le tome 1. Quand elle réveille les enfants dans la chambre. Voilà. Petite case miroir. Je pense que c'est volontaire. Mais j'aime bien. Ou alors c'est de la facilité. J'aime bien. C'est vrai que j'aime bien ce côté-là où c'est un mec qui dit clairement qu'il a abandonné ses camarades, alors que ça, c'est un des leitmotifs de toute l'équipe depuis le début. On n'abandonne personne. Ouais, enfin ça c'est ce qu'il dit. Parce qu'en vrai on connaît pas l'histoire. Non, mais on connaît pas l'histoire, mais lui dit clairement qu'il a abandonné ses camarades et que de toute façon les camarades, il dit qu'il a fait à cause d'un mauvais choix. L'hécatombe de tous ses potes. Mais tu vois, mais là à ce moment-là on sait pas du tout ce que c'est. On sait pas, et des choix ils en font des tonnes depuis le début. Le choix de partir avec tout le monde, le choix d'en laisser certains. Pour avancer un petit peu, est-ce que vous avez des théories sur pourquoi tout est antérieur à 2015? Parce que dans le bunker aussi on découvre que c'est encore une date clé. Moi j'ai qu'une théorie. Au début j'avais la guerre civile, etc. Mais bon, ça revient à zéro théorie. Mais ma théorie c'est que à partir de 2015, il y a la technologie qui a tellement évolué qu'elle est beaucoup trop avancée pour ça peut tuer les démons. Donc à mon avis, tout ce qu'ils importent dans le monde des démons, ça peut, si c'est que des au-delà choses de 2015, pour moi c'est inoffensif. Ou en tout cas des choses parce qu'on va le voir après, où quand on leur tire dessus, ils ont pas mal, quoi. Moi j'ai pas vraiment de théorie. Non, moi j'ai pas. Je me dis que c'est important, mais alors je sais pas pourquoi encore. Mais parce qu'ils reviennent, ils reviennent. En fait, n'importe quelle indication temporelle dans ce manga est importante de toute façon. Donc dès que tu vois une date, tu t'arrêtes dessus. Mais c'est vrai que là, moi j'ai aucun élément. Je sais pas. L'auteur, ça se trouve justement, il voulait pas partir dans un truc science-fiction et imaginer des trucs après 2015. Il préférait, non, je veux prendre des trucs qui existent déjà. Et puis parce que en gros, si tu commences, mais il va le justifier. Ouais, mais si tu commences tu commences à donner des objets qui existent pas, là tu rentres dans un truc un peu science-fiction, et lui ils sont plus dans la fantasy là. Joli. Oui, voilà, c'est c'est un peu comme dit Johnny, c'est que il y a cette volonté d'avoir une esthétique rétro, très 19e siècle, steampunk, avec des objets qui ils ont pas de téléphone portable, alors que 2015 nous on en a, et je pense que mais si t'as pas de réseau voilà, tu peux avoir le 3310 qui est une excellente matraque, effectivement, on le sait, mais il faut pouvoir les brancher de temps en temps. Oui, en plus il faut le brancher quand même sur une on a donc ce bon vieux William Minerva qui revient, évidemment. En tout cas, l'idée de William Minerva, parce qu'on l'a pas vu, continue de faire avancer l'histoire et il file un nouveau rendez-vous.
Bon, alors là, je me dis que on le verra jamais en fait. Ouais, hein. c'est Je me dis, Tinder, tu sais, Tinder Minerva. Mais c'est une chasse au trésor, voilà. non, mais voilà, William Mais Minerva, ici, c'est le One Piece quoi. Oui, non, mais ouais, c'est ça. Et qu'il y a un côté, peut-être William Minerva, c'est un clan. Tu vois, juste, c'est pas une personne en On sait particulier. pas, ouais, non, juste, mais, ils sont plusieurs. Et ils sont plusieurs à donner des indications et ils cherchent une personne. Ou Alors c'est qu'en une fait, arnaque, ou. Mais enfin. ouais, il y a. Je commence à me dire que cette idée Ouais. de William Bon, Minerva nous attend quelque part. Ouais, je crois qu'à partir de ce moment, je me suis demandé si c'était pas une arnaque. C'était Ouais. une Ouais, marque à partir déposée. du tome 7, là. J'ai bien nommé aussi la mise en scène de l'ultimatum et du marché. Ah, ça, Vous ouais. savez, donc en fait, donc l'histoire avance. Lui, il veut absolument pas les aider, le Vioc. Ouais. Et Emma, là, fait un gros ultimatum. On la découvre bien moins mignonne qu'au début. Ah, j'avoue, sa tête, elle est vraiment méchante. Et sur, alors là, elle le regarde, elle fait accepte le marché où on fait sauter le refuge. Elle est assise, elle a les bras grands ouverts et elle fait un grand sourire bien fourbe. Et sachant qu'elle a prévenu aucun de ses amis. Eh ouais, je vous tue en même temps, c'est moi qui décide. Non, j'aime bien ça, ce passage-là. Non mais en vrai, ouais, elle a un grand sourire et là tu sens qu'elle peut être machiavélique. Après, c'est son rôle, je pense. Enfin, D'être elle joue un machiavélique. rôle, je veux dire. Ah oui. Mais elle prend énormément de place, je trouve, dans ce tome. Et pour moi, peut-être un peu trop. Déjà, on parlait des personnages secondaires. Bah, autant te dire qu'ils n'existent plus. Il y a pas Et de qu'il place, y les a gars. que du Emma. Et après, je sais pas si justement c'est bien de la mettre autant en avant. Pour moi, si je la vois autant dans les prochains tomes, je veux moins l'aimer. Julie, en quelques mots. Non, mais c'est parce que je pense que c'est l'antagoniste parfait avec le Vioc, donc c'est normal qu'elle prenne autant de place. Voilà. Oui, bien sûr. Puis c'est l'héroïne de la série. Cagnard. Moi j'avoue que j'ai bien aimé cette séquence. Toi c'est marrant parce que Max, tu vois un sourire sournois sur la séquence où elle Grave. propose. Ah ouais, Ah oui. Et moi je vois un sourire mais tout plein de pureté, et j'en avais déjà parlé dans l'émission précédente sur Promise Neverland, où je trouvais qu'elle avait elle avait certains moments où elle a une pureté qui en devient dangereux, en fait, qui en devient vraiment dangereux. Et en ça je la rapproche d'un personnage comme Gon dans Hunter x Hunter, qui est tellement pur et qui veut tellement bien faire qu'il a pas forcément de recul sur ce que ça pourrait provoquer à ses coéquipiers, aux gens qui l'entourent. Et là j'ai ressenti exactement la même chose. Alors j'arrive plus à me souvenir, dans la précédente émission c'était sur je crois que c'était le moment où elle dit mais moi je vais me casser une jambe, genre quand ils doivent s'évader. Elle dit mais moi pas de souci, je me casse une jambe, on en a rien à foutre, tu vois. Et t'es là genre mais non, c'est débile, ça va absolument pas faire aider le schmilblick. Bah, comme quand elle se coupe l'oreille. Ouais, hein. c'est ce que je veux Non, dire. mais Au moins, c'est c'est ça. couper une Et oreille. elle a vraiment un côté pur mais Imprévisible. dangereux, un peu Ouais. genre elle est pure, elle a plein de bonnes intentions, mais en fait ça pourrait se révéler dangereux si elle continue trop comme ça, tu vois. On enchaîne avec la salle d'armes à la fin du tome, qui est plutôt surprenante. On sait que c'est un monde difficile, mais alors là on passe en mode enfant soldat, allez prenez des guns, allez on y va maintenant. Ouais, bah pour moi c'est la meilleure page du tome. Bien garni. Ouais, moi quand j'ai vu la salle d'armes, je fais j'étais trop content. Il y a une autre salle d'armes plus tard qu'on va voir dans le tome 10 et je sais pas, les deux salles d'armes, moi ça m'a fait kiffer. T'aimes bien les armes. Bah ouais. Et à la fin, cliffhanger un petit peu moins fort qu'à la fin du tome 7. Là qu'à la fin du tome 6, j'ai pas forcément envie de me jeter sur le tome 8. Je m'en contente. Ouais, franchement c'était un tome tranquille. Pour moi t'as fait un peu une réflexion Walking Dead et puis voilà, tu passes à autre chose. Julie, pour conclure sur ce tome. Bah ouais, c'est pas l'arc préféré non plus, quoi. Après, j'aime bien le côté, voilà, il y a une cachette, ils font les petits plans, ils montrent comment ça fonctionne, ça c'est mignon, c'est marrant. C'est l'heure de passer au tome 8. Le tome 8, qu'est-ce qui se passe dedans? On a les trois comparses, le Vioc, Ray et Emma. Le Vioc qui a remplacé Norman, hein, du coup, dans notre cœur, puisqu'on l'adore maintenant. Mais même on a toujours pas son nom, mais ouais. Ouais, mais il s'appelle le Vioc. Ils partent tous les trois pour Goldie Pond, qui est donc le nouveau point de rendez-vous de William Minerva. Mais on découvre que ça ressemble surtout à un piège. Ouais. La musique se déclenche. Pour annoncer leur arrivée, les enfants sont lâchés là-bas pour servir de gibier à de riches mangeurs d'hommes. C'est le Vioc qui dit ça en parlant de Goldie Pond, l'endroit qu'on découvre dans ce tome. On découvre aussi beaucoup de nouveaux personnages, des démons, le grand-duc Levis, Lord Bayonne. On découvre d'autres humains, d'autres enfants qu'on puisse échapper, ou on sait pas trop en fait ce qu'ils foutent là, mais ils sont là. Violette, qui est en fait une fille, c'est le personnage qu'on voit quand Emma débarque dans Goldie Pond. Oliver, qui est le chef de la résistance, et puis Lucas, qui est le vrai chef, qui est encore planqué derrière. Ça, et puis quelques autres personnages. Dans ce tome, ça commence par un petit passage donc dans la forêt. Comme ils ont quitté le refuge, le bunker, ils passent par la forêt. Là, ils sont obligés de passer à l'action physiquement. Dans le tome 7, il n'y avait pas eu d'action, il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu. Et ça m'avait laissé un peu sur ma faim de ce côté-là. Là, je suis content. Là, un peu d'action, on tue du démon. On découvre aussi vraiment le point faible des démons. Ça, on le connaissait pas jusqu'à ce moment-là. Et
Ça, on s'en rend peut-être pas compte d'ailleurs, mais c'est une vraie avancée. On peut tuer des démons. On sait comment faire. On sait comment tuer des démons, Julie. On sait comment faire et moi ça me fait penser à la première émission qu'on a fait parce qu'on avait parlé d'une thématique concernant l'aspect psychologique du manga qui était que les personnages portaient des masques et là c'est une autre dimension qui s'ouvre quoi. Ouais, on sait pourquoi ils portent des masques. Alors déjà moi je pensais pas qu'on pouvait pas les tuer. Parce que pour moi, ok, ils étaient grands, etc. Mais il y avait un moyen de les tuer, genre tu leur coupes la tête ou tu fais quelque chose. Faut un bon sabre quand même. Ouais, mais après je me demandais justement comment tu peux tuer ces grosses bêtes. Mais là, le truc qu'on apprend, c'est que clairement tu leur tires dessus, ils se régénèrent, donc c'est encore pire. C'est que là, il y a quelque chose qui fait que dans leur anatomie, tu peux faire ce que tu veux, et ils vont quand même revenir sur toi. Mais ils ont un point faible. Et heureusement, parce que s'ils n'avaient pas de point faible, ou alors s'il fallait leur couper la tête, là c'était foutu. C'était foutu pour au niveau scénaristique. On a eu des entraînements à l'épée, tu vois. Il y a eu un petit côté Demon Slayer et puis là voilà. ça serait parti en Aban Slash. Clairement, au début je me suis dit merde, ils ont vraiment pas de chance les gosses parce qu'ils ont des démons puis ils peuvent pas les tuer. Mais voilà, petit point faible. On se rend compte aussi que le Vioc, que Monsieur l'Inconnu, il est quand même super balèze. Ouais. Tout seul. Hein. Et là, même si je m'en étais douté en fait par rapport à la structure du récit et que parce qu'on a l'habitude de lire des mangas, mais là très vite je comprends que c'est bon, il va bientôt être dans le camp des gentils. Ouais. Ça va arriver de plus en plus vite, là on le sent. Ouais, parce qu'il est admiratif envers les gamins qui se débrouillent super bien par rapport à lui. Mais il veut les pourrir quand même. Hein. Dans sa tête, ils reviennent pas à 3. Mais ça reste quand même un entraînement. Il les teste plus qu'autre chose. Ouais, mais même après le test. Non, mais il se dit je vais les tuer, mais je pense qu'il essaye de s'en convaincre. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve qu'il est assez jusqu'au boutiste dans son idée de on reviendra pas à 3 de toute façon. Pour moi, c'est vraiment jusqu'à très loin dans le récit. Mais moi, il y en a un des deux que je laisse sur le carreau. Hein. Ouais, mais c'est logique en fait. En tant qu'être humain, en tant que personnage, il s'est mis comme mission, il s'est mis comme objectif de revenir qu'avec un seul des deux. Donc dans sa tête, il s'y tient. Même si. Et là, on se rend compte qu'il a peut-être pas envie d'en tuer un des deux, d'en tuer un. Mais il essaye de se le rabâcher, de se le répéter pour s'auto-convaincre. Et surtout, il sait ce qu'il y a au bout. Parce que nous, on sait pas au début ce qu'il y a au bout. Donc lui, il sait que c'est la merde au bout et que les deux gamins, ils vont tomber des nues quand ils vont découvrir ce que c'est. Donc, non, clairement. Oui, puis il en a bavé pendant 13 ans. Donc oui, il fait ce qu'il veut de toute façon. Ouais. On arrive à Goldie Pond. Et là, on est content. Enfin, moi, je suis content. Là, j'entre dans une partie que j'ai vraiment adoré. Cette espèce de. Alors, je dis parc d'attractions, c'est pas vraiment un parc d'attractions, mais si, un parc d'attractions pour démons chasseurs du monde, quoi. Ça ressemble à Disneyland. Ouais, c'est genre un Westworld pour démons, quoi. Ouais. Quand ils arrivent. Le virtuel en moins, les cow-boys en moins. Il y a l'ambiance, le graphisme. Il y avait des ballons, je crois, au début, avec un bienvenue, un welcome. Mais ça m'a passionné, cette partie-là. Moi, je me suis dit direct la même chose qu'Emma quand elle arrive. En fait, Minerva, c'est un bon enculé. Ah merde, on a plus le droit de le dire. C'est vraiment un enfoiré parce que c'était juste un piège. Il a fait tout ça pour attirer des gens des fermes et puis pour les bouffer. Non, là, moi, je me suis dit putain, c'est une tranche dissident de la population démon. Ils veulent prendre de tout le monde et puis voilà. Et en même temps, elle arrive, elle se réveille et c'est comme si, tu sais, elle se réveille, elle regarde pendant 5 minutes ce qui se passe autour d'elle et direct, t'as le ding, ça commence, c'est parti. Ah, elle a quand même rencontré Violette. Ouais, elle a rencontré Violette, mais qui lui dit allez viens. Tu vois, ça m'a fait rire parce que je me suis dit genre, oh tu te réveilles, j'espère que t'es échauffé parce que ça part vite ici quand même. Ah mais là on déconne pas, hein. On leur laisse aucun répit. Ouais, c'est pas d'échauffement, pas d'étirement. Mais j'ai bien aimé moi cette nouvelle série de démons, ces méchants. Là ils ont des noms en plus, on les connaît. Enfin on les connaît, on nous les présente. Il y aura même des flashbacks sur eux plus tard. Et ils sont stylisés, mine de rien, ils sont très stylisés, beaucoup plus. Et ils sont stylés tout court même. Et je trouve, arrivé à ce tome-là, déjà, c'était un truc que je commençais à me dire depuis plusieurs tomes. Je trouve que la dessinatrice, elle a pris du niveau en fait. Elle a vraiment pris du niveau. Moi, je suis pas spécialement fan du dessin, mais là, par contre, que ça soit au niveau des monstres, au niveau des persos, je trouve qu'elle les tient plus et elle les affirme plus. Et typiquement, tu vois, ces premiers démons-là, c'est pas les premiers qu'on voit, mais c'est les premiers que j'ai pris au sérieux. C'est les premiers démons personnages. Ouais, voilà, personnages vraiment, et qui sont pas entités démons. Parce voilà, ils sont chara-designés. Filiformes et puis voilà, basta. Ouais, mais parce que je pense qu'elle les avait fait peut-être plus tôt, mais elle se les gardait pour plus tard, ces démons-là. Non, mais oui, dans le design, ils sont cool. Le 8, il m'a d'emblée donné l'impression qu'on était face à un boss de niveau supérieur. Il a tout du boss. Il est classe, il est stylé, il a même des dialogues bien puissants, bien forts, bien vaches. J'avais noté une phrase, c'est « Il est trop tôt, tu n'es pas encore à point, alors je vais te rendre plus forte et encore plus savoureuse ».
Il kiffe la bouffe. Hein. Ah, j'aime bien ça. Ouais, non, mais ça fonctionne parce que tout est fait pour qu'il soit ténébreux. C'est typiquement le personnage méchant ténébreux d'un manga, sauf que lui c'est un monstre. Mais même comme ça, ils ont réussi à le rendre stylé, parce que pour être ténébreux, faut être stylé, sinon ça marche pas. Julie. Ouais, bah après c'est le premier boss des démons, quoi. Donc fallait quand même qu'il claque un peu. Et puis, il est bien pervers et bien retors. Enfin, la phrase que tu viens de citer, je suis désolée, mais c'est Hisoka, quoi. Il a Inter. Ouais, franchement. À part que Hisoka il bouffe pas, mais voilà, vous avez pour compris. lui, bouffer c'est tuer, tu vois. Et donc c'est le parallèle est un peu le même. Il a même une petite bête sur l'épaule. Oui, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vient foutre là ? Franchement, à chaque fois je le regarde, je fais mec, qu'est-ce que tu fais là ? Tu sers à rien. En plus, on se dit que ça va servir tôt ou tard. Il y a une page tout entière sur cette petite bête. Voilà, je le fais comme ça. C'est trop bizarre. Non, mais le vice, moi, par contre, il m'a fait penser. C'est vraiment le style de Grimm de Radiant. Enfin, le chapeau, il est moins pointu, mais il y a un truc. Mais il y a le grand manteau. C'est un truc classique du manga, ces personnages-là. Ténébreux. Mais par contre, là où il est quand même assez starbé, c'est qu'il parle avec sa bouffe. Tu vois, genre oui, je vais parler avec toi et après je vais te manger. Pour qu'elle soit meilleure. Avant de faire bouillir un homard, tu parles avec lui. On va te manger. Je vais plus te voir de la même façon. T'es cruel, mec. Ou avant de bouffer ton basilic, toi tu lui dis grandis. Avant de manger un poulet, je sais pas. C'est pas bête ça. Dlo et moi, effectivement, à chaque fois qu'on va au KFC, on appelle en hobby tous les morceaux de poulet. Alors on les a pas tous identifiés, mais on leur donne un nom. Ouais, voilà, on est d'accord, on parle tous avec notre bouffe en fait. Faut arrêter, Julie. Ah, mais je savais pas. Emma se retrouve donc vraiment seule à partir du moment où elle a Goldie Pond, puisqu'elle est séparée du Vioc et de Ray. Maintenant, c'est à elle d'élaborer entièrement les plans. Ouais. Ce qu'elle avait pas vraiment fait. Elle va s'émanciper assez vite, peut-être un peu trop vite d'un coup, je sais pas. Ouais, alors. Non, ça vous a pas surpris, genre en fait je sais faire des plans toute seule. Bah ouais, mais en vrai, elle fait pas toute seule. Lucas, ce qu'on n'a pas dit au début, mais c'est que c'est le vrai chef et en plus c'est un adulte. C'est pas un gamin de 10 ans, donc ça on a oublié de le dire. Mais Lucas, lui, depuis 13 ans, il rumine et il digère un plan global. Donc ouais, effectivement, Emma, elle est arrivée et elle avait la stratégie dans sa tête, mais elle a pu élaborer la stratégie parce que Lucas, avant, lui a dit lui, il est spécialisé dans ça, alors faut faire gaffe à ça, lui, il fait ça. Donc ouais, et après, elle le dit elle-même, elle a appris des meilleurs. Elle a appris de Ray et de Norman, donc elle a eu le temps, elle aussi, d'emmagasiner. C'est quoi la phrase ? Tu dois deviner comment l'adversaire va faire pour te piéger, pour réussir. C'est ça. Après, prendre le plan à ton avantage. Plutôt que d'organiser le truc, j'ai l'impression qu'elle donne un tempo. Et ça, le tempo, c'est elle qui le donne depuis le début de la série aux autres. Oui, ça reste l'héroïne de toute façon. Et effectivement, Joe, il a raison, le plan est déjà plutôt établi, mais par contre, elle donne le tempo, elle le rejoint très vite, le tempo des autres, quoi. Et puis, moi, j'ai eu l'impression qu'elle était attendue, tu vois, qu'il y avait un côté... elle était à part encore. C'est la première fois qu'elle est toute seule, donc à un moment donné, il va falloir qu'elle prouve aussi au lecteur qu'elle est badass. Ouais, mais quand elle arrive par rapport aux autres persos, tu vois, elle rencontre donc les autres enfants qui sont à Goldie Pond, et là, et en fait, elle comment dire, ils lui font vraiment un accueil particulier. En fait, ce qui est bizarre, c'est que le côté on a l'impression que c'est le Messie. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est l'une des premières fois où c'est comme si Graceful quoi, putain, j'ai oublié. L'orphelinat, c'était comme une marque de fabrique. Et c'est genre, elle vient de là. Ouais. Et alors, le méchant la veut, les gentils la veulent, et effectivement, ils lui font un accueil parce que elle a leur mais toi, t'es de la qualité supérieure quand même. C'est ça. Juste une orpheline, tu vois. Mais j'aime bien cette rencontre, j'ai l'impression qu'elle se fait une nouvelle team, genre là pour les 2-3 prochains tomes, c'est la team. On nous présente 12-13 personnages, Oliver, Lucas, c'est la prochaine chair à canon, Pépé, et après tu te dis encore tous ces gens Zach. en plus c'est qu'il va falloir amener dans le groupe. Il va falloir prendre un autocar, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre après sur ces personnages? T'as Lucas qui est forcément un perso qui fait une jonction avec le Vioc, et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'elle le rencontre parce que il est un peu l'opposé de Lucas et il est un peu l'opposé du Vioc, et il représente, je trouve qu'il a un côté où il représente ce que Emma et ses amis pourraient devenir, l'optimiste, le mec qui a jamais abandonné, le mec qui a gardé ses amis et qui a jamais abandonné. Et quelque part dans ce sens-là, je trouve que ça pourrait être alors attention, je vais partir dans un délire là, mais ça pourrait être d'une certaine manière, ça pourrait être lui, Minerva. Comme le Vioc
pourrait être la vision que Minerva n'existe pas, tu vois. Comme deux pendants de William Minerva. Lui, la même médaille. Ouais, voilà, la même médaille, mais avec celui qui a perdu espoir. Et tu vois, enfin, quand elle le rencontre, tu sens que elle est aussi contente que si elle avait rencontré Minerva. Elle rencontre un adulte qui y croit encore, en fait, qui croit à ça. Et je trouvais que ça marchait carrément bien d'avoir eu. Alors en plus, c'est l'autre est brun. En plus. Ouais, l'autre est brun, lui il est blond. Enfin, il est blond. L'autre est blond manga, on va dire. Il a des cheveux blancs. Lucas a pas de Et bras. je trouvais qu'il y avait vraiment un truc comme ça de c'est comme si elle trouvait Minerva, alors qu'avant elle avait trouvé la face sombre de Minerva mais c'est de la merde Minerva, ça n'existe pas. Julie, comment t'as vécu cette rencontre? Bah moi j'ai trouvé que en général ça se lit machin, et arrivé au moment où elle rencontre Lucas, j'avais plein d'émotions quoi. J'étais j'étais surprise parce pour que un manga moyen réussi. Je trouve ça bizarre que t'aies autant d'émotions. Ouais. Non mais là c'était vraiment vraiment super réussi, et comme tu dis c'est là où tu dis ouais, on peut y croire un peu, tu vois, genre il y a un peu d'espoir dans cet univers carrément sombrasse, et donc c'est cool. On conclut ce tome, pardon, vas-y John. Non, je disais que il y a eu un gros passage Emma Lucas quand même, où il y a eu je sais pas, peut-être une dizaine de pages, et j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'à une page je fais alors est-ce que ça va être un connard? Est-ce qu'il va lui piquer son stylo? Est-ce qu'il va la pousser dans les temps? Non. En fait, si, moi je m'attendais à un truc genre moi, Lucas. je l'ai senti gentil direct. Moi j'attendais quelque chose. Je fais il est gentil, mais c'est pas possible, il cache quelque chose. Il manque un bras. Qu'est-ce qu'il cache? Les gens dans manchots, ils sont toujours méchants. Et c'est vrai, les handicapés sont méchants. Il a raison. Je m'attendais à quelque chose. Alors qu'en fait, non, il est gentil. Voilà, c'est tout. On conclut sur ce tome avec une fin qui est pleine de promesses, qui est pleine de réponses. Jusqu'à là, je suis satisfait moi du ratio mystère-réponse. Ah ouais. C'est souvent ce que je reproche souvent à plein d'histoires. Non, mais il gère boîte ça à bien. mystère, et je trouve qu'elles sont bien gérées. Il gère ça plutôt bien. Après, moi, j'avoue que c'est un tome qui m'a un petit peu plus ennuyé. J'avais préféré le tome précédent. On est dans la forêt, on cavale, on apprend des trucs, on est mis à l'épreuve. Là, j'avoue que dans ce tome-là, quand ils arrivent, moi, j'étais intrigué à la base par Goldie Pond, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu quand ils sont arrivés, parce que je me suis dit ok, mais en fait c'est un peu redondant, vous êtes à nouveau enfermé quelque part, il va à nouveau falloir s'évader quoi. Je crois que c'est le genre du manga en fait. Ça va être un manga ça va être d'évasion. forcément un truc comme ça, mais faut pas me mettre trop d'évasion à la suite non plus, parce que sinon t'es Prison Break en fait. Ouais, mais la prochaine fois, c'est dur. La prochaine fois c'est le contraire, il va falloir rentrer. Ça se trouve. Du coup, voilà. Ouais. Julie, pour conclure. Juste que moi je me dis, ce tome-là, à la fin tu dis, allez, ça y est, la classe verte de l'extrême est un peu finie, tu vois. Tu dis, bon, on va passer à autre chose. Mais bon, il y a Ray qui stresse, le pauvre, il stresse tout le temps, cet enfant, il va finir chauve. C'est le ténébreux quoi. Ouais, mais faut qu'il fasse quelque chose. C'est le mec sombre. Ténébreux chauve, ça marche. Hein. C'est vrai. Mais non, il a plus de mèche. Mais si, Hanzo dans Hunter x Hunter. Imagine Hanzo dans Hunter avec une mèche. Même One Punch Man. C'est Titeuf. Allez, vas-y. On passe au tome 9. Dans le tome 9, c'est un peu le tome des révélations. Le tome des nouveaux buts, des nouveaux objectifs, du début de la bataille finale de Goldie Pond. Bon, en fait, c'est un super tome, le tome 9, en gros pour moi, très clairement. J'ai une petite citation pour commencer, c'est une citation qui est à la fin du tome, et je l'aime bien celle-ci. C'est Nouma, les jumeaux démons. Les jumeaux démons. Ouais, on sait pas si c'est des jumeaux. Hein. Ouais, pour moi, c'était un couple. Hein, couple de démons. Ouais, mais ils se ressemblent un peu. Qu'est-ce qu'ils disent? Les pauvres, tout de même, malgré la comédie qu'ils ont jouée, tout leur entraînement et leurs préparatifs, et ils ne peuvent nous faire aucun mal. Il n'y a rien dans ce parc artificiel qui pourrait leur permettre de nous tuer. Tu pourrais rajouter morph. En plus ils le disent, mais c'est vraiment morph. On va tellement les bouffer. Oh là 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 là. Et dire qu'ils pensent pouvoir nous battre. Eh bien dans ce tome on va découvrir pas mal de choses, notamment que les démons peuvent se faire battre vraiment. On découvre qu'il y a un homme qui s'appelle James Rattray. Qui est James Rattray? Ça c'est vraiment un nom de merde. Hey. Rattray, vas-y, prononce-le 5 fois d'affilée. Rattray. Bon, okay, il est pas apparu en plus. Non mais. Oh, il est là. Oh bordel. Non mais en vrai, oui, c'est le chef des humains. Enfin, c'est le représentant de la coalition humaine. C'est surtout William Minerva. Ah merde, je pensais à son frère. Désolé. C'est vraiment son frère. Le gars vient de découvrir. J'avais oublié que c'était le nom de William Minerva. De con aussi, c'est quoi William Minerva? C'est quoi le rapport avec James Rattray? Le mec il a son plus sur William Minerva. Il a pris un pseudo en général pour rester discret. Mais ouais, mais qui vient d'où? J'ai essayé d'inverser les lettres, ça correspond à rien. Cherchez dans un anagramme Minerva ce que ça peut vouloir dire. Dans toutes les langues, évidemment. Je pense qu'on le saura, on finira par le savoir. C'est quoi la correspondance? On découvre Peter Rattray.
Ouais, bon bah là c'est ça. Aka le bâtard, hein, a priori, qui est le nouveau grand méchant. Ouais. Peut-être plus que celui dont on ne prononce pas le nom. dont on ne peut pas prononcer le nom. Ouais, c'est ça. On découvre Adam. Adam. Qui Adam dit ou sans Adam cesse 22 19 4. Certains l'appellent Odor. Oui, Peut-être il dit 22 184. Comment il peut le prononcer? Moi j'aurais dit 22 194. Enfin, quand je l'ai lu, j'ai dit 22 000. 9, 4. Ouais, non. il a l'air un peu Moi, con, je le lis, moi mais je je le le dis dirais pas dans comme ma tête. ça. Ouais. J'avoue, ouais, c'est ça. Bref, on découvre Adam. On va en parler dans quelques instants de Adam. Je suis fan du début de ce tome. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis fan de toute la série. Ça, il va arrêter de dire ouais, je suis fan de ça et je suis fan de ça. Il arrête pas. Non, il y a certains mystères qui continuent d'être résolus. Pour évidemment nous en envoyer d'autres dans la tête, mais j'adore quand même. J'aime bien l'ambiance, tu sais. L'eau dorée qu'on peut pas toucher, l'ascenseur, le téléphone. Ça nous met dans un bon trip. Moi c'était vraiment mon tome préféré. Hein. Là, des 5 qu'on a lus, c'était mon préféré. Et je crois que c'est le préféré de pas mal de lecteurs que j'ai pu voir sur Twitter et tout, avant même de le lire, vu que le 9 avait chamboulé pas mal de personnes. Et toi, Julie, sur cette ambiance, t'en dis quoi? Bah, moi aussi, j'ai bien aimé, surtout. Enfin, il y avait la gradation, tu vois, de. On va rencontrer des gens, mais il faut aller derrière la porte. Et puis il faut y aller derrière l'étang. Et puis de l'autre côté. Et puis au bout d'un moment, ça devient agaçant, tu vois. Je vais genre dire, mais ouvre cette putain de porte. Enfin, bon, bref. Mais il y a un côté, voilà, le soulèvement qui vient juste après les révélations, tout ça est quand même appréciable. Je pense si on nous avait pas fait de révélation à ce moment-là, on aurait été vénère. Grave. Je pense que heureusement qu'il y a justement donc ce message de William Minerva qui lui explique tout sur son répondeur. Oh là là. Mais non, mais c'est tellement la technologie. C'est clair, avec un téléphone pourri en plus. Ouais, mais c'est un vrai téléphone. Non, mais j'avoue que côté révélation, si on compare à l'Attaque des Titans, on attend 1 milliard de temps des révélations dans l'Attaque des Titans, et tout d'un coup elles arrivent toutes, et puis tu te dis bah c'est fini parce qu'il n'y a plus rien. Alors que là au moins c'est au compte-gouttes, t'es tranquille. Bah si, arrête. Là on est à partir du chapitre 109, t'as plus rien. Bah, en tout cas, c'est vrai que le tome 9, là, tu bascules sur l'attaque des titans. Enfin, il y a un côté vraiment. Par contre, moi, je suis carrément d'accord là-dessus. Ouais. Pour moi, Promise, c'est vraiment l'attaque des titans kids. Genre, yay! C'est yay, mais voilà, je suis une petite parenthèse gentiment, quoi. Mais voilà, et donc Minerva, il représente la culpabilité, tu vois, adulte. Et tu te dis, oh, il a dû faire une énorme connerie. Enfin, les humains ont fait une énorme connerie et c'est les enfants qui payent les pots cassés, comme bien souvent. Je le vois pas forcément comme ça. Je le vois pas, j'ai pas de mots pour le définir, mais je sens pas forcément qu'ils se sentent coupables. Enfin, oui, il y a de la culpabilité, de la promesse, cette fameuse promesse, mais c'est pas sa faute à lui. Non, oui, mais après, il le symbolise, tu vois. Mais il se sent coupable pour son peuple. Oui, à la limite, il le dit il est un peu. responsable, voilà. C'est le mec en charge, et il dit j'ai merdé, voilà. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça. En tout cas, maintenant, c'est un nouveau défi qui est proposé à Emma. Encore un, mais là, c'est un vrai défi bien formulé. Fuir et vivre sans rien remettre en cause. Bouh. Créer une rébellion pour casser entièrement le système, mais provoquer la mort de tas de gens, puisque s'il y a rébellion, s'il y a guerre, des gens vont mourir. Ou alors ce truc des 7 murs, le truc louche. Ouais. On sait pas ce que c'est. C'est pas trop de quoi il parle. On en reparlera à la fin de l'émission des 7 murs, mais ouais. Après ce truc du message téléphonique, vraiment quand ça a commencé, genre elle a pris le téléphone, genre oui, allô, c'est salut, c'est Minerva au téléphone. Au moment où j'ai vu les premières lettres, je me suis dit putain, c'est un répondeur. C'est sûr, c'est un répondeur. T'as vu comment elle s'est fait avoir? Elle lui parle et tout comme ça fait. Allô, salut. J'ai vraiment vu dans Lost à un moment, il tombe sur une vidéo de la Dharma Initiative. Et c'est une vidéo qui explique ce qui se passe sur l'île, tu vois. Et c'est vraiment un truc scénaristique qui te fait genre on va vous expliquer plein de trucs dont vous aviez des doutes, mais on va vous les assurer. Mais par contre, cette partie-là va t'amener 1 milliard de questions en plus. Pour moi, c'est limite un truc un truc scénaristique très facile, mais qui fonctionne toujours parce que c'est un ascenseur émotionnel, tu vois. J'ai découvert ça, mais en même temps, ça me fait poser la question de ça. L'ascenseur est à côté. Et alors, c'est quoi tes 3 points, les 3-4 questions que t'as pu te poser? Moi, c'est ce que j'ai retenu parce que je l'ai relu 3 fois ce passage quand même pour être sûr des mots qu'il utilisait. Alors, on est dans le cadre d'une traduction, mais quand même, j'ai capté que Minerva, il est pas mort. Parce que dans le flashback, on dit... alors ça, c'est plus tard, hein, c'est pas dans le message, mais on dit que son corps n'a pas été retrouvé, alors que lui, dans le message, dit « À ce moment-là, je vais sûrement être mort, c'est sûr. » Mais il le garantit pas. Ouais, il le garantit pas, mais il dit « Bon, eux, ils disent « Ah, bah s'il est mort, moi j'ai essayé de calculer. » Par contre, il doit être bien vieux, hein, par contre. Il doit être plus vieux. Oui, lui, il doit avoir une canne. Il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est qu'il dit bien qu'il fait partie de la famille des médiateurs.
et pas qui fait partie de l'autre côté qui fait partie des humains. Enfin, je pense qu'il est humain aussi, mais qui fait partie des médiateurs. Ça veut dire que ça nous fait penser qu'il y a encore une troisième catégorie. Il y a les démons, il y a les médiateurs. Et il y a les humains à proprement parler, donc... Il y a peut-être des médiateurs humains et des médiateurs démons en plus. Ouais, pour moi coup ça fait un petit peu tout doublé, mais pour l'instant les médiateurs démons on les a pas trop vus. Jusque-là ils étaient pas trop là. Et ce truc il propose 2 choix à Emma, qui pour moi étaient les 2 choix les plus simples. Tu peux vivre là si tu veux dans le parc d'attractions Disneyland là. Tu peux... Attends, je me souviens plus des 2 choix. Si, c'était ça. En fait, tu peux vivre dans le parc, tu peux nous rejoindre à l'étage, et sinon tu peux foutre la merde. Et ça, j'avoue qu'il y avait vraiment un truc très Hunger Games tu peux te plier à ce qu'on a provoqué nous-mêmes, ou alors tu peux ne pas accepter le sort de tes pères et foutre la merde et lancer une rébellion. Et quoi, on a vraiment. une cage d'armes pour ça. Et on a une cage. Et sinon les 7 murs. Allez, bisous. Ouais. Les 7 quoi? Les 7 Les 7 murs. murs. Sachant que Mujica lui a déjà dit. Hein. Ouais, elle lui avait glissé dans le top 5. Elle lui avait glissé. Recherche les 7 murs. Elle nous a dit ça comme ça. On sait pas pourquoi. Ouais, mais pourquoi tu l'as dit quoi? Non, allez, rien. Bon, après, moi, ça m'a pas empêché de. J'ai bien aimé cette séquence, mais j'étais là, putain, mon gars, t'es vicieux quand même. Pour le gars qui veut aider les enfants à partir, c'est quand même cousu de fil blanc. Tu leur laisses des indices dans un orphelinat pour qu'ils partent. Après, ils arrivent dans un bunker. Après, dans le bunker, on leur dit, mais va dans la forêt maintenant. Et dans la forêt, tu vas trouver un parc. Et dans le parc, si t'as gardé le silo, parce que c'est ça la galère des autres, c'est qu'ils ont pas gardé le silo. T'imagines le détail à la con quand même. Ils ont pas gardé le silo, ils sont restés keblo pendant 13 ans. Ah, au fait, l'ascenseur il marche pas ici. Donc en fait le mieux, il marche c'est que plus. tu repartes dans l'autre sens. Il marche plus. J'étais là genre ah ouais, là c'est Ouais, vraiment mais attends. j'y crois y a pas de souci, j'y crois. Mais j'étais là putain, si toi t'es pas un démon en fait Je me suis dit à ce moment-là, non, ils vont vraiment les faire retourner tout de suite à Gracefield House, genre aller-retour. Ouais. Non, il y aura une non. ellipse. Non, il y aura une ellipse. Ouais. Regarde, elle a donné 2 ans et c'est Pas pas sûr, pour rien. Non, mais là, c'est là où on nous amène un autre truc, la fameuse nouvelle ferme expérimentale. Ah. Donc ils vont peut-être aller la visiter avant de repartir. Mais ça c'est un classique. Bah, évidemment. si tu te souviens de l'Assassin Royal, c'est ce qui se passe à un moment. Il fait tout un trajet pendant un tome et à la fin du tome on dit non mais faut repartir de l'autre côté. C'est là-bas en fait ce que Arrête, tu cherches. me spoil pas. Là, je suis pas. Je te dis Moi pas. non plus. Putain, c'est dégueulasse. Je suis au tome 3. Ah bah En tout je cas- crois que c'est là d'ailleurs. Pour revenir à Promise Neverland, on commence à entrevoir un avenir pour eux. On commence à se dire, bon, il va se passer encore d'autres trucs, mais ils peuvent tous survivre. Il y a peut-être un happy end dans cette histoire. Oui. Et là, qui on va revenir? Qui on va revenir? Franchement, c'est n'importe quoi cette scène. Nono? Nono. Arrête de l'appeler Nono. Norman. No. Norman revient. Ah, je suis content de voir revenir Norman. Bah, on l'avait tous prévu à l'émission précédente. Ouais, mais on se l'était tous On dit savait un juste peu, pas comment. Oui. Mais parce que d'ailleurs, il y a un truc très simple, c'est que les morts dans Promise Neverland, ils sont montrés. Mine de rien, ils sont montrés face cam, si on peut appeler ça comme ça. Et Face là, cam. Voilà. ouais, bon, ok, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais là, mine de rien, Norman, on l'a juste vu partir. On l'a jamais vu à proprement mourir. On le savait. Et on sait ce qui s'est passé. On le voit mort, mais seulement à travers les yeux d'Emma. Oui, voilà, elle se doute qu'il est mort, Oui, mais. c'est mais des ça, pages, Donc on c'est sait. censé être le clash, tu vois, avec toi, Non, mais ce que tu vois. En mais- vrai, on s'attendait tous à ce qu'il Ouais. revienne. Mais pas si vite. Et surtout, il revient comme un cheveu sur la soupe. Le mec, il revient pour un chapitre sur un truc qui a rien à voir en relation directe avec l'arc du moment. Il nous parle d'un laboratoire expérimental, ok, mais c'est tout. Et puis après, il se barre. Il y a rien. Je suis d'accord, Y a rien ça du arrive tout. vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais ça nous apprend plein de choses. On voit donc cette ferme expérimentale, on voit qu'il y a Norman dedans. On voit le médiateur. Tout se relie, on voit le que c'est le médiateur, on voit qui James gère ça. Fratry. On commence. Là, pour le coup, tu disais qu'il voulait peut-être pas mettre de la SF. Là, on est dans un Ouais. côté SF dystopique. Ouais, là, Le là, on labo, sent que les expériences. examens, les expériences. il y a quelque Là, chose. on a un petit côté SF vraiment. Ouais. Mais Ouais. d'ailleurs, ce truc-là, parce que tu le vois passer des tests, et a priori, comme d'hab, Norman est super fort et il réussit grave les tests. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, c'est pas comme à l'orphelinat. Alors, il y a déjà le flashback où on le voit rencontrer, j'ai plus son nom, le frère de Ratry 2. Minerva. Ratry. Ratry 2, on va l'appeler. Peter Ratry. Et tu vois, il le présente, on lui dit, c'est ton nouveau papa.
Et là, la manière dont ils lui font passer les tests et tout, je me suis dit tiens, c'est marrant, là ils sont pas en train de l'élever comme une bête en cage, c'est comme s'ils voulaient le tester. Et du coup, moi ça m'a fait un peu penser à Zalem dans Gun, tu vois. Alors, est-ce qu'ils se gardent pas vraiment les éléments purs, soit pour faire partie de la famille des médiateurs, parce que personne ne dit que dans la dynastie des médiateurs, ils sont tous de la même famille, on n'en sait rien. Soit pour procréer. Pour procréer, tout simplement. Ça, c'est ce que je pensais à la fin du tome 5, qu'il fallait un papa pour tous ses enfants. Mais... Ou alors, moi j'ai une autre théorie. Et une maman, hein. Peut-être pour faire une armée du côté des médiateurs. Ah, troisième force. Ouais. L'équilibre. Une super armée, des super soldats. Parce que tous les mômes qu'on voit là, ils ont tous des espèces de gros crânes, des espèces c'est vrai qu'ils sont balèzes, ils sont plutôt balèzes. Adam, il doit venir de là. Et c'est... Adam vient de là, on le voit. De toute façon, oui, il était dans on le voit à la fin. D'ailleurs, il y a même j'ai vu des retours en disant, mais en fait, Adam, c'est Norman. Ouais, au début je pensais ça aussi. Bah non. Non, ouais, mais non, parce qu'il avait pas le tatouage. Ça s'est tiré par les cheveux. Moi je me suis fait un peu carotte comme ça aussi. Tu t'es aussi dit parce que la tête est plus ou moins. C'est con. Mais ça n'empêche que Norman est prisonnier. Hein. Oui, Norman est prisonnier. Là, non mais c'est con, mais il veut être utilisé, mais il fera pas partie de leur clan. Je pense pas que c'est possible. Ouais, mais moi ce que j'ai bien aimé avec ce passage qui est hyper court, c'est que tu vois aussi que la technologie est beaucoup plus avancée chez les démons, tu vois. Enfin dans ce monde, là c'est les médiateurs. Là c'est les médiateurs. Chez les médiateurs. C'est une ferme, on sait pas trop. Tu sais que quelque part, il y a quand même autre chose que le vieux téléphone 1900, quoi. C'est vrai que pour le moment, les démons, on leur prête une technologie pas arriérée, mais un petit peu archaïque. Tu sais, ils boivent dans des coupes, ils chassent, ils font des rituels ils ont un truc avec assez la victorien nature et tout. Là, dès qu'on monte des humains, en fait, on les montre plus du côté très technologique, très avec des écrans, des écrans et des tout. diodes, des machins. Moi, de mon point de vue, mais oui, effectivement, je me suis fait carotte, j'ai cru que parce que je me suis endormi en fait pendant la lecture du tome 9, et pourtant je l'ai kiffé. Et en fait, je me suis endormi pile à ce moment-là, et quand je me suis réveillé. Et tu sais, il y a deux cases qui passent où tu vois Norman et après tu vois Odor là. Adam. Non, Odor. Et je me suis dit waouh, c'est Odor. En fait, c'est lui, tu vois. Mais j'ai vu d'autres gens se faire la remarque puisque il y a un petit fou. Il y a un petit truc. Comme en fait, Adam arrête pas de dire 22, 180. Oui, c'est ça. Moi, je pensais que c'était à cause de ça. Mais en fait, tu le vois clairement. Si tu le relis, dès que je l'ai relu, tu le vois clairement qu'il regarde le numéro. Et tu sais pas pourquoi il a retenu le numéro de celui-là. Mais je pense que Norman l'a aidé à s'échapper. Oui, clairement. Norman, ce qu'on voit qu'ils sont en même temps. Pour moi, Norman l'a aidé à s'échapper. Il devait s'échapper avec lui, sûrement, peut-être. Non, je pense qu'il a fait s'échapper exprès pour essayer de transmettre un message. Enfin, à mon avis, il a conçu un plan de malade ouf. Oui, parce que de toute façon, ils ont toujours pas parlé, Emma et Adam. Non. Mais est-ce que c'est un peu neuf qu'on voit les deux médiateurs qui parlent entre eux? Ils parlent à Lloyd Byron, Peter. C'est dans ce tome-là. Hein. Oui, ou dans le suivant. Parce qu'il y a juste cette scène où on sait pas ce qu'ils se disent, mais ils se voient. Ouais. Voilà. Non, mais on sait qu'il y a des échanges de toute façon. Comment ça, ils se voient Ils se voient dans une salle de réception. Non, en fait c'est la suite parce qu'il a trahi Minerva. Et du coup, il dit très clairement, cet havre de paix que t'as voulu construire, que t'as osé construire, à partir de maintenant, ça va devenir ta plus grande déception. Et je pense que c'est le moment où il propose à Byron de dire, prends possession de ce lieu. Ça devient ton terrain de chasse. Et voilà. C'est implicite, ils le disent pas. Ils le disent pas vraiment. Malgré tout ça, c'est des chapitres assez courts. Ça s'enchaîne assez vite. On arrive au repas des démons. Le repas des démons qui est plutôt instructif pour moi en fait. On se rend compte que ce sont des prédateurs moins réfléchis qu'on pouvait l'imaginer. C'est-à-dire que là, à chaque fois on se disait mais ils sont réfléchis, ils sont malins les démons. Et là quand on les voit manger, on se dit juste que c'est peine perdue. Hein. Non. Oh si, ils sont sauvages. Ils ont un côté bestial. Hein. Ils ont un côté bestial de chasseurs, de prédateurs, effectivement. Ah oui, mais en même temps, ils sont attablés. Il y a une jolie table. Il y a des gens qui les servent. Des gens, des démons, je pense qu'il y a un truc d'instinct. Il y a vraiment un truc d'instinct. Ils ont voulu le cacher, tu crois? Non, pas spécialement caché. Je pense qu'ils vivent très bien comme ça, mais en fait, là où on se dit que justement il y a une table, oh là là, ils servent de couvert pour manger, ils sont bien éduqués. Ouais, mais non, ça reste des démons qui veulent bouffer des humains en les chassant. Ils sont vraiment bestiales. Ouais, c'est peut-être pas la majorité. Hein. C'est ceux-là qui disent nous, on kiffe chasser. Mais il y a un truc chelou quand même parce qu'ils bouffent avec des couverts dans les assiettes. Ils ont mais d'où ils sont civilisés? Il y a un truc que je comprends pas. Alors je vous préviens tout de suite. Si on tombe dans le déjà vu, le démon sont en fait des humains de l'ancien temps qui ont évolué en mâles et je quitte le podcast. Je vous le dis. Non, c'est sérieux là? C'est fini. Et en plus, tu fais une promesse là. Et là je fais une promesse. Et en plus, ils gaspillent la nourriture parce que ils ont fait mais moi je veux graisse feed et ils ont jeté leur viande. Le mec,
C'est dégueulasse. Il est mort pour quelque chose, pour se faire bouffer. Aussi, ça me dégoûte. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour ça. Si. Franchement, si on tombe là-dessus, je vous préviens, je m'en fais. Il faut manger tous les cerveaux, ok. Voilà, on ne vraiment, jette vous pas finissez. de cerveau. En tout cas, cette précipitation, ce côté sauvage à ce moment-là, bah, ça permet de casser tout le temps mort du manga. On se dit, oh bah dis donc, ils ont 3 ou 4 jours là pour se préparer, faire leur plan, se défendre. Bah en fait non. Allez, le lendemain, attaque. Boum. Pas de temps mort. C'était prévu ça quand même. Et ben on y va. On verra qu'il y a de la bonne raclure dans les démons. Ouais, c'était très. Non, je sais pas, moi je m'attendais vraiment à avoir 2-3 jours de pause. Je me dis, Ah non, moi encore j'étais une petite sûr. pause. J'en étais sûr. Les mecs, ils sont en train de préparer leur plan de défense. Forcément, Ah ils non, vont moi, être j'attendais pris de, 3 heures de ils vont pause être pris aussi. de vitesse, tu vois. Une journée de plus, ils avaient plus rien à raconter. Non, une journée de plus, ils allaient trop en raconter. Pour la suite, en tout cas. Ouais, c'est pas faux. On a le plan, puis le combat, que ce soit dans la mise en œuvre ou la mise en page ou son exécution ou son déroulement. Moi, ça m'a remis en tête entièrement l'arc Chimera Hunt dans Hunter. Ouais, Ouais. très organisé. Ouais. Très, Ah non, des pros, millimétré. des pros vraiment, et on va agir comme des pros pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, j'ai pas fait une étude pour vérifier s'il y avait des ressemblances, mais en tout cas, en termes de sensations, j'ai pensé tout de suite Ouais. à cet arc. Et c'est limite Chimera Hunt. un des seuls exemples qui me viendrait, tu vois, qui est aussi chirurgical comme technique, parce que là autant moi j'ai toujours cette crainte que j'avais depuis le début de la série, qui était en fait pour moi, est-ce que la série sera bonne ou mauvaise? Je l'ai dit depuis le départ, ça va dépendre de ce qu'ils vont trouver en sortant de l'orphelinat, parce que l'orphelinat ça peut tenir qu'un temps. Et je me souviens que j'avais eu cette déception quand j'avais vu Prison Break. Ouais, mais tout non, monde le l'a eu. labyrinthe. Non, le Prison Break c'était pourri depuis le début. Mais le labyrinthe, j'avais beaucoup aimé le 1. Ouais. Le film, j'avais vraiment été pris dedans, et dès qu'ils sont sortis, en fait ça m'a complètement sorti du truc, parce que je trouvais que c'était pas à la hauteur, et il faut toujours faire gaffe à ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Est-ce que ça va être encore plus surprenant que ce que t'as vu? Et là du coup ma crainte elle est encore intacte, ça a pas bougé, parce qu'au final pour moi ils sont toujours pas sortis, ils sont toujours en fuite, et du coup il temporise. Pour moi, ça temporise là. Ça temporise gentiment de non mais attendez, il y a d'autres trucs à voir. Ah, mais il faut les faire grandir, les personnages. Faut les faire grandir un petit peu, mais c'est vrai que là pour le moment, moi je suis encore Il sceptique. faut les faire vibrer. Moi, j'ai vibré. mais attention, quand je dis que je suis sceptique, c'est en ça que je le comparerais à l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans me fait vibrer depuis le tome 1. Promise Neverland me fait frémir, tu vois. Ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut pas dire que. Mais il me fait frémir. Je sens pas le vrai danger pour les persos. Pour le moment, mine de rien, personne n'est mort dans les héros, alors que dans l'Attaque des Titans, ça charcute, ça y va. Et je pense que c'est le tome suivant. Oui, mais je pense, oui, enfin, on en reparlera pour le tome suivant du coup. Mais je pense que c'est peut-être la petite différence, c'est que pour l'instant, en termes d'enjeux scénaristiques, ils m'ont pas prouvé que c'était du vrai sérieux. Et en termes t'as mis d'enjeux, des objectifs ambitieux encore plus. Ouais, ambitieux, mais je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et là pour le moment, moi c'est vraiment ce que j'attends, et d'un point de vue dramatique, pour le moment, aucun des persos principaux ne craint grand chose. Mais ça, et tu du coup sauras j'ai du peut-être mal qu'à la fin. ah bah si c'est à la fin et qu'il bute tout le monde et qu'en fait c'était qu'un rêve, bah c'est Dallas alors. Ah non, c'est l'autre. Oui, dans Dallas ils l'ont fait. Passons au tome 10. Le tome 10, c'est un tome de baston. Un vrai tome de baston pur et dur. Les hostilités ont commencé, les proies deviennent des chasseurs. Il reste à éliminer 3 démons, puisque du coup à la fin du tome 9 on a éliminé Luce. Ouais. Voilà, et on en a éliminé un des deux. Nouma. Ouais, Nouma ou Mout. Nouma. Voilà, c'est donc un tome plein de bagarres. Peut-être que c'est Lucci d'ailleurs. Ouais, On moi va je faire un pense, peu à j'aurais dit l'italienne, Lucci. mais- Moi je disais Luce comme Renan Luce. Bah. C'est Parce que lui, tu voulais bien le buter. le démon Renan Luce, quoi. Le démon musical. C'est ça. À la fin de ce tome, vers la fin de ce tome, t'as le petit affrontement entre un petit face à face entre Levis et Emma. Et j'aime bien ce qu'il dit Levis à ce moment-là. Ça se toise bien, hein, ça se toise. Oh, là il y a un vrai duel Far de tchatch. West. Tes idéaux sont bien jolis, mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Les critères et les valeurs diffèrent selon chacun, y compris entre nous autres. N'espère pas qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Boum, la Ça guerre a plein de était sens ce carrée. message. Et encore une fois, à la manière de Gon, elle a essayé de communiquer avec que ça soit un être vivant, tout court, pas justement. Elle a essayé de communiquer. Mais lui, il lui explique que il y a des valeurs qu'on n'a pas tous les mêmes, et que chacun doit vivre avec les siennes. En plus, quand elle a expliqué, c'était genre Eureka. Ah ouais, genre, mais ouais, mais et viens, on moi, parle, quand j'ai on vu la vue, discute. je fais mais attends, j'ai pas réfléchi, mais
mais pourquoi on s'entretue? Soyons Mais vas-y, amis. viens, on Et c'est discute, même quoi, pas elle pour a dit gagner ça, du temps, ouais. quoi. Non, elle c'est avait dit comme ça ça. parce qu'elle y pensait. C'était horrible. En tout cas, ça c'est vers la fin du tome. Au début, on démarre d'emblée par une scène que j'ai trouvée vraiment poignante. Le démon qui pleure la mort de Numa. Noot qui pleure la mort de Numa. Puis après, qui le bouffe. Ça, c'est chelou, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ressenti quoi, vous, à ce moment-là? Bah là, ouais, tu dis il nous ressemble pas du tout en fait. C'est un peu trop ça. Johnny, Ouais, t'as moi je me ressenti suis quoi dit, là? ah merde, mais il la bouffe, c'est parce qu'elle est encore vivante et qu'elle peut être vivante en lui. Oh, t'avais deviné, toi? Non, parce qu'en fait on sait pas, hein. Oui, on se Oui, voit. oui, En vrai on sait pas, on sait pas s'il est juste schizo ou si. Ouais, il est non, devenu mais je pense fou. il a un problème, en vrai on sait pas. Cagnard, comment tu l'as ressenti, ce passage? Moi, ça m'a fait de la peine pour les mecs en face. Parce que dans leur plan finement huilé, ils se sont arrêtés 2 secondes pour regarder ça. Ah ouais. Et t'es là, mais mec, je pense que t'as vu des horreurs assez phénoménales là depuis quelques mois. T'arrêtes pas pour ça. Justement, il est en train de bouffer. Qu'est-ce que Gon il aurait fait? Il l'aurait buté pendant qu'il bouffe. Mais, qu'il est en train ouais, de mais il y a bouffer un mec ça, justement, ça il est choqué, il Ouais. est dégoûté parce qu'il fait. Mais d'où tu peux pleurer? D'où t'es comme nous? En fait, c'est ça qu'il c'est Oui, ce qu'il a pas c'est aimé, le temps c'est de que le l'attente, côté humain des démons. C'est ça qu'il a pas aimé. C'est ma question suivante. Qu'est-ce que les auteurs ont voulu montrer avec cette scène? Bah que c'est 2 sociétés et que chacun a des sentiments et des émotions et que c'est pas parce que ce sont des démons mangeurs d'hommes qui n'ont pas de sentiments. On apprend aussi que ces démons, enfin en tout cas on nous confirme qu'ils sont bien genrés, qu'ils ont bien des sentiments. En tout cas moi aussi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Qu'ils ne sont du coup pas que bestiales. Du coup ils sont quand même assez complexes finalement, ces démons. Bah évidemment. Ah bah ils sont complets, ils peuvent être juste cruels après. Tu Et vois, complexes. Mais c'est ça qui est bizarre, Ils c'est qu'ils peuvent ont coexister dans un même Mais non, corps. Ouais, je trouve ça improbable. ils ont un cerveau, ils en ont aiment peut-être plusieurs. l'intelligence. Pourquoi ils se bouffent pas leur propre cerveau là? Ah, c'est du cannibalisme. Bah, parce que dans ce cas-là ils pourraient peut-être coexister l'un dans l'autre. Ouais. Il y aurait trop de ça monde qui au bout ferait- d'un moment. Bah ouais, Ah oui, imagine. c'est peut-être ça, ouais. Ah, ils aiment trop ça. S'ils s'auto-mangent tous. Ça se trouve, le chef, il a mangé plein de gens. hein. On le sait pas encore. Ah bah part du principe que oui, que le grand chef il en a bouffé d'autres, ça c'est sûr. Tu sais c'est un peu un carcan du manga quand il y a des monstres. Souvent on dit mais il n'hésite pas à absorber la force de ses C'est potes ça. ou je sais pas quoi. Ouais, il n'hésite pas à manger ses acolytes pour devenir plus puissant. Moi j'ai vu ça exactement de la même manière, ni chaud ni froid. Par exemple, il y a d'autres mangas où c'est dans cette Ah situation. oui, c'est un C'est un carcan. classique. Typiquement, moi, l'une des scènes phares pour moi, c'est dans Yu Yu Hakusho quand Toguro commence à absorber l'âme de tous les gens dans le public pour avoir de la puissance. Et je trouve que ça marche de ouf. Cette scène, elle est dramatique parce que ça te montre la folie de Toguro, mais parce que le personnage de Toguro a été bien présenté depuis déjà quelques tomes. Là c'est vrai que ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est des persos que en vrai je les avais même pas remarqués dans le tas, tu vois, je les avais pas remarqués ces deux-là. Johnny. Non mais après c'est vrai qu'on se rend compte que les démons, on le voit au début, on le voit aussi à la fin avec le vice, qu'ils ont vraiment des besoins primaires. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de mourir. Ouais. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre pleinement leurs besoins et leurs envies comme ils l'ont toujours entendu. Et en gros, ils seront contents même s'ils perdent. Tant qu'ils ont eu une bonne chasse, un bon combat, ils seront heureux. C'est un peu genre les Spartiates. Mais ils fonctionnent pas comme nous, quoi. Ouais. Et justement, c'est là qu'arrive ce truc. Les valeurs diffèrent selon chacun, y compris entre nous autres. Je pense qu'ils sont peut-être pas tous dans cette situation-là. Dans cette baston, dans cette guerre totale, il y a d'autres personnages qui entrent en jeu. Mais alors, pour beaucoup, c'est de la chair à canon. Je pense à Zack, à Nigel, à Gillian, à Pépé. C'est même devenu la course à celui qui va se sacrifier le mieux. Non, moi je me sacrifierais mieux que toi. Zach, on est sûr qu'il est mort? Mais non, il n'y a aucun qui est mort. Mais non, oui, c'est ça, ils sont tous en galère forte. Très blessés. Ils sont soit très blessés urgemment, Ouais. Enfin, mais ils veulent tous se sacrifier, quoi. mais ils Ouais. sont pas morts. Mais moi, j'aime pas trop cette idée de le sacrifice des enfants. Mais quelque part, tu vois, ça me fait penser aussi. C'était une maman, forcément. Bah non, mais je veux dire, ça rejoint aussi l'idée, tu vois, de certaines cultures très anciennes où il y avait des sacrifices d'enfants. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu malsain de subir des forces un peu Ouais, mais c'est hyper pas violentes. mais là, hyper c'est pas un primaires. sacrifice gratuit, c'est un sacrifice pour sauver d'autres gens. Ouais, Ouais, mais remarque, tu me bon. diras les autres Ouais, et sacrifices. puis il n'y a pas d'adultes disponibles à Ouais. sacrifier ou Et d'animaux. là- Il n'y a que ça. Il y a Ouais, et que les dans adultes, Lucas, ils sont à part complices. Lucas. Pas le Les tuer. adultes, ils sont complices. C'est les mamans, elles livrent les enfants pour qu'ils se fassent bouffer. Enfin, il y a toujours. Ouais.
Bon, c'est vrai que de ce point de vue-là, Lucas, il envoie quand même une pelletée de gosses. Ouais, mais il est manchot. Pour faire son plan. Ouais, pour faire son plan. Mais et d'un autre côté, si on peut un petit peu le rapprocher de la daronne de l'orphelinat, mine de rien, elle envoyait les enfants à l'abattage pour survivre elle-même. Ouais, après on sait pas, ça se trouve elle avait d'autres dessins peut-être encore plus. Ça se trouve, mais c'est vrai qu'il y a un côté, ouais, j'aime bien cette idée des adultes qui n'hésitent pas en tout cas à les envoyer. On voit le vice, on voit même Bayonne qui font preuve d'un pragmatisme et d'une folie. Ouais. Mais ils ont la classe. Ouais, mais tu sais, ils raisonnent. Enfin non, ils raisonnent. Ils ont un pragmatisme du je vais sûrement me faire tuer. J'ai intérêt à bien vivre ça comme il faut. Ouais, mais il est bien content, tu vois. Ouais. Et bah ça s'oppose pas mal aux mômes en fait. Bah, qui veulent survivre, pas une seule seconde mourir. Non, ils veulent juste survivre. Et ils veulent pas profiter de ce moment. Bah, c'est la différence entre des démons qui ont vécu 2000 ans et des gosses qui ont 10 ans. Ouais, c'est clair. Et surtout qu'on leur a dit t'iras pas au-delà quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit flashback où on voit Bayonne et Levis? C'est rigolo. Ça arrivait comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est encore un autre truc qui fait les vieux papis là qui discutent devant les troupeaux. Moi j'ai vu des vieux chasseurs. T'as vu tes moutons là? Ah ouais, putain, tu te rappelles quand c'était dimanche dans la forêt. Puis en plus ça faisait il y a 2000 ans, il y a 800 ans, il y a 200 ans. Il y a une petite chronologie en plus dans ce flashback. Je sais pas, j'ai trouvé rigolo. Ouais, bah côté vestimentaire ils sont vraiment nuls, mais en minant je pense que c'était pas voulu que ça soit drôle. Je pense qu'il y avait une volonté dramatique, mais c'est vrai que ça marche pas là. C'était drôle, les vieux chasseurs. Johnny. Non mais après, de toute façon, d'ailleurs il en parle quand Bayonne il va perdre. Il dit lui-même qu'il s'est ramolli et qu'il aurait pas fait ses erreurs il y a 400 ans, 600 ans. Mais ça n'empêche que malgré ça, il est content. Et jusqu'à la fin il fait je suis mort mais c'est cool. J'étais content. J'ai bien vécu. Même le vice à la fin il fait Laurette Bayonne elle a pas dû survivre mais je suis sûr qu'il a apprécié tous ces moments. Non mais ils ont une psychologie, mais du coup c'est bien trouvé, je trouve ça vachement bien trouvé en fait. Cette psychologie de démon qu'on trouve improbable et qui s'oppose énormément à la psychologie qu'on arrive à comprendre des enfants. Non, je sais pas, ça me fait penser à beaucoup de méchants qui sont contents d'avoir livré un dernier combat où ils ont pu se donner au maximum, tu vois. Mais là c'est plus subtil. Mais après, je sais pas. En fait, il y a plusieurs choses parce que c'est des gens aussi c'est des démons qui ont vécu 1000 ans. Et nous, on sait pas ce que c'est vivre 1000 ans. On fait 80, 100 ans, 120 25 ans, pas plus. Et on n'imagine pas vivre 1000 années, tu vois. Et 1000 années, ça se trouve, tu te fais chier. En vrai, c'est ça. Julie. Non, mais moi, plus ça va, et plus je me dis, bon, la théorie que Johnny a dit tout à l'heure, que c'était quand même l'ultimatum, tu vois, qu'il y a le côté, le démon, c'est l'adulte dégénéré, quoi. Et qu'ils veulent se repaître de violence et de en finir, parce que la vie, c'est trop long, alors que les enfants, à l'inverse, ils sont là, ils sont au début, et ils veulent à tout prix. Moi je vous le dis, j'y crois pas à cette théorie. Ouais, non, mais je pense que c'est fumé aussi, mais c'est une théorie de Joe donc. Non mais si c'est ça, c'est clair que je raide, donc j'espère que c'est pas ça. Hein. T'arrêtes ou tu quittes le podcast? Je quitte le podcast. Aussi, putain. Je ferai mon propre podcast où je ferai des contre-émissions. Ce tome 10 n'est pas la fin de l'arc. On ne sait pas qui gagne, on ne sait pas qui survit, on ne sait pas si Emma survit par exemple. Pour conclure, en quelques mots, Joe, t'as vu quoi? T'as vu de la baston? Pour moi, c'est vraiment. Il y a du combat, il y a la stratégie, c'est l'apogée de. Alors, Max, toi, tu disais que c'était un peu une guerre entre les démons, et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la petite technique scénaristique pour un tournoi, le tournoi du Shonen Jump. Parce qu'à chaque fois, t'as donc les humains versus démons sur plusieurs endroits. Chacun affronte son démon parce qu'il a telle ou telle capacité. Pour moi, c'est un peu un tournoi de shonen. Après, chacun joue pour sa vie et clairement, à la fin du tome 10, c'est le paroxysme et le méga boss qui arrive. Donc pour moi, il me faut le 11. Mais tu sens que les démons, quand même, ils ont été pris de court et qu'ils pensaient avoir à faire des proies faciles, alors que pas du tout. On est dans le jump. Hein. Et tous les tomes 5, c'est vraiment un truc de fou. Hein, parce que moi, j'ai adoré le tome 5. Le tome 10, pour moi, c'est exactement l'équivalent. C'est un peu comme Dreamland. Dreamland, lui, il l'avait annoncé. Tous les tomes 5, je fais un truc de taré. Et du coup, il a toujours fait un truc de taré. J'ai l'impression que Neverland, c'est un peu la même chose. Mais je me demande même si c'est pas une technique du shonen. Tome 5, tome 10, qui est des twists. Oui et non, parce qu'en vrai, je pense que dans le tome 11, ça va être encore plus fort. Oui, il y a moins. Oui, mais tome 5, quand je dis tome 5, tome 10, c'est pas exactement ça, mais tome 6, tome 12, enfin, c'est un truc que j'avais déjà vu dans. Parce qu'en fait, les arcs doivent pas durer non plus. Il y a une mécanique. Et puis Emma, à la fin de ce tome, elle va avoir bien grandi. Elle va savoir lire le jeu de l'adversaire. Ouais. Elle va avoir évolué et elle sera prête pour, moi je dis, tuer.
Non, je dis qu'ils vont aller chercher Norman à un moment donné. Ah. Ils vont parler à Adam et aller chercher Norman. Ouais, et trouver cette fameuse ferme. Voilà, on a fait 10 tomes. Ouais. On a fait 10 tomes de Promise Neverland. Il y a beaucoup à dire sur 10 tomes de Promise Neverland. Ouais. C'est chaud, on a retenu quelques moments. En conclusion, moi j'ai envie de poser 2-3 questions. À ce stade, si je vous dis le mystère de la quête des 7 murs, Joe, tu dis quoi toi? Franchement, je suis sûr que l'auteur, il a aucune idée de cette quête. Il l'a dit, il fait ouais, je verrai plus tard. Et voilà, il garde ça pour du suspense, mais en vrai, ça va être un truc du genre crée-toi ton propre destin. C'est pas mal ça, crée-toi ton propre destin. C'est sûr que ça va être un truc comme ça. On réinvente tout. Mais en vrai, on devient médiateur. On peut spéculer sur tout ce qu'on veut, mais de ce que j'ai compris, c'est soit tu rejoins le monde des humains et puis t'es heureux avec tes humains, soit tu déclares la guerre aux démons et il y en a un des deux qui va crever. Et soit tu fais les 7 murs, et les 7 murs, ça se trouve, tu pars loin de la Terre, t'as un vaisseau, et puis tu te barres, c'est The Undread. Julie. Alors moi, c'est un truc que je viens de trouver là à l'instant, je me dis, mais ça se trouve, c'est, tu sais, on a vu la construction des fermes principales, des fermes de luxe, et peut-être en fait il y a 7 murs, et en fait ça désigne juste l'endroit d'où ils sont échappés. Et j'ai compté, il y a 6 parois, plus le plafond, ça peut faire 7. Ça peut. Ouais, mais alors le sol, c'est pas un mur. Oui, le sol peut être la 7ème paroi, ça peut. Ça me paraît gros. Plafond, du coup. Mais ça me paraît gros, mais moi j'étais parti aussi un petit peu sur cette impression-là. Parce qu'à chaque fois que tu vois le dessin en vue globale, tu vois, en vue aérienne, il a l'air d'une espèce de forteresse avec plein de murs autour. Avec les 6 orphelinats, il y a effectivement 6 côtés. On nous met du schéma de toute façon. Hein. Et le 7ème, c'est l'amitié, tu vois. J'en sais rien. Je sais pas, tu vois. Est-ce qu'on peut conclure aussi sur Adam? Adam, c'est la clé maintenant de la suite de l'histoire. Ouais, il aura quelque chose. En même temps, son prénom est prédestiné. C'est vrai. Ouais, pour moi, c'est un ancien Norman, donc. Ils ont cloné Norman. Non, je veux dire, avant, il était comme Norman. Et les expériences qu'on fait dans ce nouveau labo l'ont transformé en ce qu'il est aujourd'hui. Pour moi, c'est un truc comme ça. En odeur. Sinon, je vois pas pourquoi il serait aussi gros, aussi baraque et qu'il soit un peu débilos. À mon avis, il était comme Norman avant et il est devenu comme ça. Mais moi, j'espère vraiment pas que c'est un odor, tu vois. C'est genre, il a attends, et qui voulait dire attends. Et du coup. La prochaine étape. Attends, m'abandonne pas. Attends. La prochaine étape, ce serait donc retrouver Norman. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me paraît le plus logique. Ouais. On verra ça dans le prochain tome si c'est vraiment la suite de l'histoire. Retrouver la ferme chelou, la fameuse ferme expérimentale. Je voulais aussi faire un petit rappel en fait pour revenir sur la temporalité. On en parlait tout à l'heure, Julie. On apprend que ce parc d'attractions est là depuis 2031-2032. L'histoire se déroule en 2046. Et les objets qu'ils ont eus, c'était pas plus vieux que 2015. Voilà, on a une temporalité donc de 31 ans. Et ça fait 15 ans d'écart à chaque fois. Ouais, 15 ans et demi. Je sais pas, voilà, ce 2015, ça peut être plein de choses. Pour l'instant, on sait pas plus, mais c'est important d'avoir la temporalité en tête. De se rappeler que l'histoire se déroule en 2046. C'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup, il doit y avoir quelque chose. C'est possible. Il y aura un événement. Peut-être qu'un règne d'un médiateur c'est 15 ans, tu vois, un truc comme ça. Ça me paraît long. Mais du coup, chaque règne de médiateur peut. Mais pour un humain, c'est normal. Un truc différent. Ouais, on sait pas bête. Regarde Chirac. Pardon. Ouais, Bouteflika. Johnny. Après, il y a d'autres questions, genre le marché justement entre le chef des humains et Bayonne, parce qu'ils ont parlé, mais on sait pas de quoi. Moi je te dirais que c'est justement lui fournir d'avoir des passes droits quand t'es d'avoir un passe droit, lui fournir ce parc d'attractions pour chasser des humains, je sais pas. C'était juste ça. Il y a peut-être plus, mais pour l'instant je vois je pense que c'était que ça. Déjà pas mal, c'était occupe-toi du parc et moi je te fournis du gibier quoi. En tout cas, le gibier il s'en fournit lui-même dans ses fermes. Ah oui, mais oui. Ouais, peut-être qu'il lui laisse. Il en avait marre. En tout cas, maintenant qu'il n'y a plus Bayonne, du coup le marché est caduque. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir des répercussions obligatoirement sur les médiateurs, sur Ratri. Il va se passer quelque chose aussi à ce niveau-là, ne serait-ce que par la mort de Bayonne. Julie, t'avais une autre question, toi? Moi, je pensais que Norman, tu vois, peut-être qu'il va être dans cette ferme expérimentale. Donc, est-ce qu'il va finir comme Adam à force d'expérimentation chelou? Est-ce qu'il va se faire adopter par Ratri qui a l'air d'être un bon
Fils de pute. Mais bon, et sinon, est-ce que il va se retourner contre Emma, contre Ray, contre les autres? Ah ouais, carrément. Et que du coup, ça va devenir une espèce ou bien peut-être même un agent double, tu vois, qui va essayer de jouer sur les deux tableaux. Ou comme Ray au tout début. Ouais, un agent triple. Ah, en plus, ouais. Parce qu'au début, Ray, Ray c'était un sale con, il était double, puis triple. Et ça s'est bien fini. Johnny, tu veux que je fasse une fin pour cette série ou tu veux que j'ai une autre question? Vas-y, pose ton autre question. Ou je sais qu'on n'aura pas de réponse. Vas-y. Mais personne n'y pense. Et je pense que c'est important de le donner. Mais la reproduction chez les démons, comment ça se passe? Comment ils prolifèrent? Personne s'est posé la question ici. Personne. On va finir par le savoir, comme dans l'Attaque des Titans. On ne le sait pas, mais. Je suis pas sûr. Mais on finit par savoir, tu sais, dans l'Attaque des Titans, comment ça se fait qu'il y en ait autant. Oui. Alors qu'ils n'ont pas d'appareil génital. Ouais, mais eux, c'est pas une reproduction. Qu'est-ce que t'en sais, on n'a pas vu leur. Ouais. Oui. Mais du coup, ça revient sur mon truc de les démons sont des anciens humains. Putain, si c'est ça, j'arrête. Merde, on va le louper. Ouais, mais à partir du moment où ils sont genrés, on peut se dire qu'il y a une reproduction. Ouais. Peut-être ils se bouffent entre eux et puis. Je sais pas. Non, mais c'est ça qui est bizarre parce que il y a des démons. La démone, elle avait des seins. Mais oui. C'est ça le truc. Putain, c'est des humains. Ouais, ça m'énerve. C'est des humains. Mais... Dans les 2 derniers tomes aussi, moi dans le 9 et 10, il y avait un côté, un vrai côté guerre dans cette situation. Et que tu sais, les deux généraux qui s'affrontent. Puis du côté des humains, il y a une résistance qui s'est organisée pour survivre avec Lucas en chef de la résistance. Voilà, ça m'a donné un petit côté film de guerre. Enfin, manga de guerre. Ouais, un peu. Moi, je restais sur le tournoi, mais j'accepte ta guerre. Cagnard. Moi, là, à la fin de la lecture des 10 tomes, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste un petit peu toujours sur la même question. C'est qu'est-ce qu'ils vont trouver quand ils vont passer du côté du monde des hommes. J'en démords pas de ce truc parce que c'est forcément la finalité, ou si c'est pas la finalité, une étape. Et je me dis que si les auteurs ils mettent l'emphase à ce point-là sur les démons et sur leur cruauté, vraiment leur capacité à chasser pour le plaisir, vraiment, c'est certainement une préparation paiement pour, au moment de la découverte du peuple humain, de montrer que les humains sont tout aussi cruels. J'allais dire gruaux, alors vous m'avez sauvé au final. Sachant que vraiment, pour moi, dans ce cycle, ce qu'on apprend, c'est que clairement, les hommes avaient les moyens de se battre à armes égales avec les démons. Ouais. Donc qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que Norman et compagnie ne peuvent pas se battre à armes égales? Ça veut dire que les humains ont quelque chose, des capacités spéciales, des armes différentes. Ils ont vraiment un truc. Du coup, la grande question que maintenant je commence à me poser sur la suite, c'est que ce que les hommes font avec les démons qu'ils ont de leur côté, en fait. Est-ce qu'il y a des démons de l'autre côté? Pour moi, c'est sûr qu'il y a des démons de l'autre côté. S'il y a des hommes... Je me pose vraiment la question. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est sûr qu'ils doivent se servir des démons pour quelque chose. Si c'est un accord égalitaire, il y a un truc. Et du coup... Mais genre quoi? Dans une cave pour faire du vélo, pour avoir de l'électricité? Genre, dans une version très écologique de l'idée. Mais te dire, ils ont peut-être des fermes à démons. Mais pour faire quoi? des médicaments qui te régénèrent. Ouais, des médicaments. Ça vit 1000 ans. Ouais. Du coup, pour avoir la jeunesse éternelle, pour avoir j'avoue que ça ferait une petite révélation sur l'histoire de la régénérescence. Ça donnerait un côté miroir, en fait, vraiment miroir. Vous savez, tous ces films de zombies et compagnie, je prends 28 jours plus tard, par exemple, les zombies, ça fait peur. Walking Dead, typiquement, les zombies, ça fait peur. Très vite, on comprend que, en fait, le plus dangereux dans ces univers-là, c'est les hommes qui sont encore vivants. Bien sûr. Et du coup, je pense qu'on tend vers un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Et du coup, ça donne encore un autre truc, parce qu'avec cette histoire de on élève des démons, si c'est pour la régénérescence, ça veut dire que William Minerva, en fait, il est encore jeune. Et qu'il a 1000 ans lui aussi. Possible. Comme son frère. Ah putain. Parce que c'est vrai que. Non, comme son frère. On l'a pas revu là encore. Mais du coup, ils ont pas besoin d'adopter. Son frère, il a pas changé. Son frère, il a pas l'air d'avoir vraiment changé. Il a pas changé. Au moment où il récupère Norman, il a toujours le pourtant, il dit que c'est le 16e ou le 15e. Ouais. 35e. 35e. Oui, voilà, c'est ça, merci. 35e. C'est ça qui est étrange aussi. Ouais. Le mot de la fin pour toi, Johnny. Alors, moi, j'ai une fin pour cette série. J'y ai planché toute la nuit. Alors, la fin de la série, ça va être les humains qui vont s'inoculer un virus.
inoffensif pour la race humaine, donc tout le monde peut l'avoir, mais ça sera mortel pour les démons. Et donc en gros, si un démon mange un humain, et ben ils mourront à leur tour de ce terrible virus. Et ils vont se le transmettre entre démons. Et ben voilà, c'est ça le problème, c'est que les humains, les démons vont être super frustrés, donc une guerre sans merci va être provoquée et personne sortira vainqueur, donc tout le monde meurt. Enfin, on sent que c'est un scénar qui a été imaginé à partir de la grippe aviaire, quand Joe a capté qu'il pourrait plus manger de poulet parce que les poulets sont inoculés. Non mais tout le monde va crever, c'est la fin de la série. Ouais, c'est Jump. Mais comme il est dark. Ouais. Il est très dark. D'autres fins? Non, pas d'autres fins. Je mets la fin de cette émission. Non, voilà. Ça, c'est la prochaine fin auquel vous allez assister. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à rebondir sur nos théories, à nous filer vos théories. #5DC sur Twitter, la 5ème de couvre sur tous les réseaux sociaux. #5DC, le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. Et puis la 5ème de couvre.fr. Et les commentaires sur YouTube auxquels on essaye, mais on n'y arrive pas souvent, de répondre régulièrement. Mais on essaye fort. Mais on va le faire, Merci de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt. Merci. Ciao avec du Promise Neverland. Bye bye.